Ok. J'ai demandé à l'ami Pierre Eloi de faire une vidéo d'intro simple pour vous présenter à la conférence sur les tendances de façon simple, parce que vous attendez cette conf depuis 1 an. Ok. Simple. Basique. Basique. Ok. Si tu mets ton téléphone en silencieux, tu seras plus concentré. Simple. Si tu tiens à partager, oublie pas hashtag tendance 2020. Basique. Paul et Pierre sont de retour 1 an après, n'oublie pas de les tweeter. Simple. On en est à la 7e édition, merci la chair de nous aider. Basique. Comme d'habitude, Paul parlera beaucoup et Pierre résumera le tout. Simple. Ne prends pas trop de notes, lis plutôt le livre blanc qu'on t'a donné. Basique. Il faut bien s'installer maintenant, ouvrir quand tes oreilles. Les tendances touristiques annuelles, ouais, ça commence dans un instant. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Pas mal comme intro. Ça fait un peu rockstar quand même, hein? Ça met, avouez que ça commence. Nos amis Pierre Merci et Pierre, merci Philippe, merci Yves. Alors j'ai tout de suite une conviction, c'est tellement la dernière fois que je t'invite à présenter, toi. La dernière. Merci. Pierre? Merci beaucoup. Merci d'être là. Hein? On l'a dit, une assistance record, 300 Oui. personnes pour nous regarder aujourd'hui, alors qu'habituellement, on est autour de 200, 225. Merci d'être venu. 7e édition, Paul. Oui, et merci à Pierre Eloi et Ludovic Dublanchet qui ont préparé la vidéo gentiment et gracieusement. Notre demande. Ah oui, ils sont fins. Voilà, On débute. commence. Ben vas-y, Pierre, je t'écoute. Mise en contexte, les amis. 7e édition. Oui. On se fait torturer à chaque année. Je me demande pourquoi. Surtout il y a quelques jours, Oui, hein, c'est quand ça. on Non, finalisait non, ça. Là. Et on fait toujours un petit bilan de ce qui s'est passé. On fait toujours des lectures, puis écouter des tendances touristiques, il y en a tout plein, puis Skift, plein. Ils disent toutes les mêmes choses depuis 15 ans. C'est un petit peu inquiétant, c'est un petit peu ennuyeux. Puis en même temps, c'est normal, les mêmes thématiques en tourisme nous intéressent. Pourtant, on a vu des trucs. Hein? On a parlé de Donald Trump, on a parlé que les grandes institutions multinationales allaient s'effondrer. Donc, on est quand même pas si pire content de nos découvertes. Hein? On est pas d'autant mal. plus que cette année, je pense qu'on va... c'est peut-être une année ou une période charnière. Il y a pas mal de changements. Et en faisant l'analyse des tendances, on a vu beaucoup de choses, je pense, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent changer notre façon de voir ce qui s'en vient dans les 18 prochains mois. Alors, une des choses, donc, parmi les quelques phénomènes transversaux, il y a plus d'humains sur la Terre. On entend dans toutes les déclinaisons plus de touristes de masse, il y en a trop. Et on fait, je crois, des amalgames, des adéquations, que ce serait quelque chose de mal, de dangereux, qui devrait être contrôlé et autres. La réalité est la suivante. Quand on regarde, j'ai demandé à l'équipe tout simplement, depuis 1950, la croissance de la population mondiale, où on est passé d'à peu près de 2,5 milliards en 1950 à pas loin de 8 milliards cette année. Donc, effectivement, sur la planète, il y a une croissance. Et du même coup, ben, sans surprise, les voyages internationaux sont en croissance. Il n'y a pas un phénomène là de plus de voyages que d'êtres humains. Donc, il y a une courbe qui se suit un peu. Donc, pourquoi il y a plus de voyageurs? Oui, cette croissance démographique qui est un élément important. Il y a également un accroissement de la richesse dans les économies émergentes. Et tous ceux, j'entends toujours ce discours-là, il va falloir tirer profit de la croissance du tourisme mondial. La réalité, nos amis, vous le savez, c'est que la croissance se fait en Asie-Pacifique et on n'est pas tant là que ça. Et quand on regarde les perspectives démographiques nord-américaines et européennes, c'est pas ici que ça va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années. Il y a également une amélioration de la mobilité. Puis on aura l'occasion d'en discuter. On est dans le transversal, donc ces préoccupations-là ou cette réflexion sur les phénomènes de la mobilité, évidemment, elle est plus grande. On n'a jamais aussi
de façon aussi facile, puis voyager partout sur la planète. Et on n'en a pas parlé comme une tendance, mais c'en est une. Regardez les compagnies aériennes qui développent des vols de plus en plus longs. Je ne sais pas ce qu'ils veulent prouver, là, des vols de 16-17 heures. Déjà qu'un vol de 6 heures, c'est assez pénible. J'ose pas imaginer un vol de 16-17 heures pour se rendre quelque part comme étant une avancée. Mais bref, la mobilité est là. L'arrivée d'aéronefs, évidemment, il y a le 737 qui vole pas mal moins ces derniers temps. Mais avec les Airbus, la nouvelle C-Série, donc on est capable de traverser l'océan avec peu de gens. Donc la mobilité, ce qui permet donc de rejoindre, très bonne idée de Transat d'ailleurs, de relier des villes plus petites entre elles. Et donc ça fait partie des tendances. Et évidemment, une évolution technologique. Avec ce petit bémol ici, la technologie ne fait pas tout. Puis aussi, dans le transversal, on va se rendre compte qu'on avait peut-être des attentes très grandes à l'égard de certaines technologies qui ne se sont pas avérées. Un des éléments qu'on a vu le plus frappant dans nos recherches, et ça s'est exprimé dans les 6 derniers mois, c'est la question de l'anxiété. Nos clientèles, nos cibles sont anxieuses. Oui, et d'ailleurs là-dessus, il y a une fracture générationnelle. Cette caricature-là ne pourrait pas être un bébé boomer. On sent que les 15-25 ans ont un rapport au voyage, à la question de l'empreinte et à l'éco-anxiété beaucoup plus fort que les autres générations. Il y a quelques années, une de nos tendances, c'était les nomades numériques. Chez les 30-45 ans, le voyage est encore la valeur. Ils font toujours, ça existe toujours, ils en parlent un peu moins dans leurs réseaux sociaux. Donc, on a cette anxiété-là chez les jeunes, surtout les 15-25 ans, mais c'est aussi de façon plus généralisée, pas l'autre... Tu as oublié le flight shaming, mon ami. Oui, parce que je prends pour acquis que les gens lisent aussi les choses. Chez les jeunes, donc je vais l'expliquer ce qui est écrit là, chez les jeunes, bien sûr la question de l'avion, la question des voyages, mais quand on a rencontré des Européens, nos amis des offices d'Europe européens urbains francophones l'été passé, ça nous a frappé à quel point cet enjeu-là est important en Europe. Ils nous ont dit, attendez, ça va arriver ici dans 6 mois. Et effectivement, ça l'arrive. Et pas juste sur cette génération-là. Et c'est beaucoup grâce à l'effet de Greta. Je disais que l'anxiété, c'est pas seulement l'éco-anxiété. C'était le numéro principal du début de la saison, de l'automne de The Economist. On est à l'ère des marchés anxieux. Et il y a beaucoup de littérature, et c'est vraiment les derniers mois que c'est arrivé. Bien sûr, il y a la question de la vitesse du changement. Moi, je pense que c'est arrivé à peu près en 2010, là, quand les réseaux sociaux ont embarqué fort et que tout le monde avait des cellulaires, qu'on a commencé à sentir tout le monde cette vitesse du changement, mais ça s'accélère. Et on sait un peu pourquoi. Perception d'accélération des changements, bouleversement dans le milieu du travail, les technologies envahissantes aussi, cet élément de penser qu'on peut peut-être passer à côté de beaucoup de choses. Moi, personnellement, Paul, à chaque mois de janvier, après les fêtes, je fais ma liste des choses que j'aimerais faire. Moi, dans mon cas, c'est de voyager, d'aller voir des spectacles, de prendre des cours. Et je me rends compte 3 semaines plus tard que c'est impossible. Et que là, je me dis, je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire quand arrive la 3e semaine de janvier ou février. Donc, on est dans cet état d'esprit. Et ce qu'il disait d'économiste, c'est à peu près tous les marchés, peu importe le caractère géographique, les sociodémos, ou même les expériences souhaitées, sont de ce sentiment d'anxiété-là. Est-ce que le tourisme, on peut en profiter? En tout cas, c'est certain qu'on était interpellé. Est-ce que ça change la façon de se vendre? Est-ce que ça change les activités sur place? Est-ce que ça change la façon que les gens réfèrent leur activité? Cette anxiété généralisée, et c'est pas fini. Évidemment, on parlera pas. Notre conférence n'est pas tellement technique et technologique. On ne parlera pas beaucoup du 5G, mais le 5G, c'est 30 fois plus rapide. Cet état-là est permanent et on sent qu'une partie de la population qui a la difficulté par rapport à tout ça. Donc, l'anxiété est un des éléments qu'on l'a mis transversal. Je pense qu'on va en parler 4-5 de nos 7 tendances de cette question de l'anxiété-là. En réalité, on va juste parler de ça.
Désolé, on n'a pas fait tant de recherches que ça. On s'est arrêté à The Economist. Autre phénomène, celui de la cybersécurité. Jamais autant on aura découvert qu'en 2019 que nous avions une empreinte numérique généreuse, partagée avec beaucoup d'entreprises, desquelles on croyait qu'elles étaient bienveillantes et qu'elles travaillaient très, très, très fort pour nous sauvegarder. Et ça a été l'année des grandes désillusions, que ce soit avec Desjardins, que ce soit British Airways, Marriott, des gens finalement qu'on découvre qui sont capables de laisser partir notre numéro d'assurance sociale, nos numéros de carte de crédit, notre adresse à hauteur de millions de fois et de ne pas s'en rendre compte tout de suite. Donc, ça nous amène dans une logique, toujours cette, de paradoxe, ça va être aussi notre trame de fond, le paradoxe entre quels sont les avantages qu'on gagne d'une nouvelle réalité et des choses qui sont facilitées, et de l'autre, quels sont les trucs qu'on perd également. Vous voyez ici un petit article fabuleux d'une compagnie en intelligence artificielle aux États-Unis. Elle se spécialise dans la chose suivante, c'est d'aller chercher dans tous les réseaux sociaux, elle ranque le fond des réseaux sociaux pour aller chercher des photos de vous sur les réseaux sociaux et de les associer. Et ils se vendent maintenant d'être les consultants des services de police et des gouvernements, ici, en disant ça, c'est leur publicité sur le site. Si vous allez avec la police de Los Angeles, vous avez 8 millions de photos dans la banque de données de la police. Il y en a 47 millions à la Floride, il y en a 411 millions, et eux autres, Clearview, en ont 3 milliards de photos de vous. Alors, ça prend juste une petite caméra ici pour le trouver. Ils sont capables de retrouver vous êtes qui, vous êtes vous étiez où, à quel moment, etc. C'est Orwell à côté de ça, 1984, Big Brother, c'est la petite bière. On est vraiment là avec des amateurs. On est rendu de ce niveau-là. Et c'est une inquiétude. Pour ceux qui étaient aux assises du tourisme, je vois ici Martin Soucy, on avait M. Google qui nous annonçait qu'il y avait une chouette petite application avec Google. Là, vous prenez un selfie, puis là, après ça trouve une œuvre d'art qui vous ressemble. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez l'algorithme de votre visage à Google. Tout à fait. Sans aucun release, sans aucune mise en garde, sans se faire dire Google va faire quoi avec l'algorithme de votre visage. Ce qui n'est pas rien quand même. Donc, cybermenace, oui, crainte manifestée des consommateurs, anxiété toujours, des PME qui ne sont pas préparées, certainement pas protégées contre ces menaces. Si Desjardins, si British Airways, si Marriott ne sont pas en mesure de protéger, comment on peut imaginer que les entreprises, l'auberge qui va me recevoir est capable de le faire? Et évidemment, ce recours à l'AI, à la blockchain, qui est à la fois source du problème, devrait du même coup être la solution. Et tout à fait, avec la reconnaissance faciale, on voit ce qui se passe en Chine. On ne se rentre pas dans ces extraits, mais juste la question de la reconnaissance faciale peut amener des problèmes de... On aura l'occasion de le voir tout à l'heure, mais vous savez, en Chine, désormais, les écoles sont gardées par une reconnaissance de l'iris. Donc, les petits-enfants du primaire rentrent à l'école, donc les parents savent à quelle heure ils sont rentrés, puis ils savent à quel moment l'étudiant écoutait le professeur, ne l'écoutait pas, dormait, faisait autre chose. Parce qu'il y a des caméras en permanence partout. Oui. Ça fait peur. Je suis un petit peu frileux. Les fake news. Puis il n'y a pas une conférence des tendances sans que je ne mette pas une photo de Trump. Vous remarquez, c'est un fil conducteur. Même avant l'élection de Trump, on avait une photo de Trump. Mais témoignage personnel, j'étais abonné, je lisais CNN, New York Times, Washington Post tous les jours. Je me suis désabonné dans le temps des fêtes. Sans blague, tu faisais beaucoup de posts ça m'empêchait de dormir. Ouais. Honnêtement, je pense que le monde est en train de s'écrouler. Je suis anxieux. Fake news. On n'aura jamais autant parlé de ça. Et oui, ça va nous impacter en tourisme comme phénomène transversal. Depuis l'invention de l'imprimerie, il y a effectivement des gens qui s'amusent pour diverses raisons, pour divers agendas, à colporter des nouvelles qu'on appellerait fallacieuses. Le terme, même pour être le fun, a été, je pense, reconnu, c'est infox. Comme intox, info, infox. Trop d'infos. Ouais. Trop, exactement. Donc, des fausses informations. Et deux caractéristiques, c'est qu'on essaie de la faire passer comme authentique, bien que ce soit des informations erronées, et par la suite, on sera capable de démontrer que c'était faux. Regardez notre ami président des États-Unis. Merci pour l'eau. Non, en réalité, c'est de la vodka. Est-ce que c'est vraiment un petit problème de consommation. Et donc, même si on démontre à M. Trump que ce qu'il a dit est faux, ça ne le démontre pas. Il est capable de continuer à passer la même information, à le tweeter. C'est assez incroyable dans cette volonté-là. Et une intention, évidemment, de passer un agenda et de volontairement tromper les gens. Des êtres humains, donc, qui sont également naturellement mal préparés. L'être humain, il est faible. Hein, Pierre? Oui. Je me le rappelle quotidiennement. Mais j'essaie d'intervenir, mais c'est pas facile. Non, regarde.
Non, mais... Vous avez vu? Non, mais... Ça disait que j'allais parler trop, puis qu'elle allait résumer, c'est pas vrai. Je vais parler trop et je vais me résumer tout seul. Encore. Je suis capable tout seul. Et donc, je vais juste terminer ici, puis je te laisse la parole après. C'est qu'il y a une réalité naïve. C'est qu'il est préférable, il est naturellement, comme être humain, on préfère croire ce qui confirme, ce qui conforte notre vision du monde. Et pourquoi M. Trump est capable d'induire les gens en erreur? Parce qu'il y a des centaines de millions de gens qui préfèrent voir le monde comme il le fait. Il y a des gens qui sont convaincus que l'apocalypse s'en vienne. Il y a des gens, les platistes, qui croient sincèrement, encore aujourd'hui, ils sont en croissance, que la Terre est plate. Et il y a encore des gens pour croire, il y a des jugements de la Cour suprême, que si on vaccine les gens, c'est pour inoculer l'autisme et que c'est très, très, très mauvais et que c'est le gouvernement qui veut nous contrôler. Et on est aussi à l'ère des chroniqueurs. Moi, quand j'étais petit, il n'y a pas très longtemps, les médias, les nouvelles, c'était à Radio-Canada, et tu avais un journaliste qui avait l'impression qu'il faisait le pour et le contre, qu'il analysait les choses. Maintenant, comme tout va très vite, évidemment, le soir, on connaît les nouvelles. Donc, c'est un ère de chroniqueurs pour les analyser. Donc, d'impression, de jugement. Et c'est la même chose en information touristique. C'est beaucoup des influenceurs, c'est beaucoup des chroniqueurs qui nous donnent l'information qui leur tient à cœur ou leur point de vue. Et il y a un biais par rapport à la nouvelle, il y a un biais par rapport à l'information. Et comment qu'on s'y retrouve dans cette ère d'aujourd'hui? Et c'est le paradoxe, encore une fois. On aime ça, les scandales. On aime ça quand ça va mal. Humainement, on aime ça patiner. On va le dire quand même, surtout en tourisme, on est les champions du monde, toutes catégories. On est donc à la recherche, puis effectivement, la nouvelle, factuelle, ne répond pas à notre besoin. Et sans blague, regardez la presse le samedi, comptez le nombre d'articles qui sont réellement des articles de journalistes, comptez ce qui sont des chroniques, les chroniques dépassent largement. Et si vous regardez quels sont les articles, vous allez avoir, je ne veux pas exagérer, mais moitié-moitié, agence de presse, journalistes de la presse. C'est vrai pour les autres quotidiens. Là, pourquoi? Parce qu'on est à la recherche de ça. On est à la recherche de savoir ce que Patrick Lagacé en pense, que Paul Lisanne Gagnon est là, ce que Isabelle Haché, d'ailleurs, pense des croisières, pour ceux qui ont suivi l'activité cet été. Et donc, cet enjeu-là, il est là. C'est qu'il y a des raccourcis qui sont faits. Et puisqu'on est facilement outré, c'est tellement facile de nous dire qu'il y a quelque chose qui est mauvais et que ça devient une réalité. Sans blague, dans la presse, Agence France Presse, cet été, nous annonce la chose suivante, quand il y avait eu les Hautes-Maries à Venise, qui avait, pour une ville de 50 000 habitants dans son centre, 36 millions de visiteurs, donc 90 %, 32 millions d'étrangers à Venise. La population du Canada va à Venise à chaque année. Pas mal, ça. Puis il n'y a pas de chambre d'hôtel, puis il y a de la place pour 50 000 habitants. Wow! Montréal, vous faites ça, 90 % de visiteurs étrangers, hein? Ça doit être ça, les chiffres à peu près. Bon, peut-être 86 parce qu'on n'est pas Venise. C'est ridicule. C'est ridicule. J'envoyais ça à la presse. J'ai dit, vous êtes capable de passer cette chronique-là, ce filet de presse, de l'Agence France Presse, là, c'est pas un chroniqueur d'opinion. Et personne lève le petit bras. On est capable de dire ces choses-là, qu'il y aurait 36 millions de visiteurs à Venise, alors que la réalité, on est à peu près à 4,5 millions de visiteurs étrangers, incluant les gens qui ne dorment pas à Venise. Donc, on est complètement déraisonnable et personne ne lève le petit bras. Et c'est mon résumé, tout ça amène de la confusion. Amène de la confusion sur le consommateur, ça amène de la confusion sur les gens qui veulent faire la promotion du tourisme, et ça permet à toutes sortes de théories, comme tu disais, et d'idées sur le tourisme même. Et nous-mêmes, on est pris dans ce tourbillon-là. C'est un tourbillon. On ne sait plus distinguer le vrai du faux. Premier sujet, j'ai hérité de celui-là. On a tiré à pile ou face. Le surtourisme. Quand on a parlé du surtourisme, je dis, Paul, je vais te laisser celui-là. Mais je vais quand même nuancer, mais je vais te le laisser, parce que c'est mon sujet favori. Il m'a donné 2 comprimés d'anxiolytiques avant pour que je gère. Le surtourisme. Et là, c'est éditorial, ce que je vais vous dire. Première tendance, on va en entendre parler beaucoup. Ça commence à peine. Ce sujet qui est sur toutes les lèvres, dans lesquelles on mélange, à mon humble avis, beaucoup de choses. On amalgame l'anxiété, l'environnement, le tourisme de masse qui serait mauvais, et on mélange beaucoup de choses. Et au final, c'est vrai, il y a plus de gens qui voyagent, il y a plus de voyages internationaux, il y a plus d'avions, puis les bateaux de croisière sont de plus en plus gros, de plus en plus visibles, et ça devient les coupables tout désignés, parce qu'on les voit, puis c'est associé au luxe, au ludique et au parfaitement inutile. Alors, pourquoi, effectivement, il y a une croissance du tourisme? Pourquoi on parle de surtourisme? Bien, effectivement, il y a une croissance du tourisme et des flux touristiques. Il y a effectivement une massification. On est vraiment à 1,7 milliard de gens qui ont fait un voyage d'un pays à l'autre. C'est pas rien.
Et regardez juste la place des États-Unis. Si on pense qu'il y a beaucoup de vols sur la planète, les États-Unis, les vols intérieurs sont supérieurs aux vols internationaux. Il y a plus de passagers qui volent aux États-Unis quotidiennement qu'ailleurs. Trop forte concentration en certains lieux précis sans égard à la capacité de charge. On fait la promotion du tourisme et c'est tout récemment qu'on a commencé à se poser la question, si ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Si nos budgets de 50 millions en marketing, c'est 50 millions, vous avez vu à peu près, Yves? Si ces budgets-là fonctionnent, bien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le vieux Montréal, en certaines périodes, qui est limité, qui est un vieux quartier, qui n'a pas été conçu pour recevoir des foules, bien, est-ce qu'il n'y aura pas un problème? Donc, effectivement, il y a derrière ça un enjeu de planification. Et il y a des enjeux de développement de gouvernance des destinations touristiques et le fait qu'on n'a pas planifié. C'est-à-dire que notre planification était sur les marchés, la croissance, et jamais on a pensé à réfléchir à comment faire bouger la croissance. Il faut dire qu'on a eu tellement au Québec un plateau là, de 2000 à 2013, 2014, ça ne montait pas. On mettait beaucoup d'efforts. Je ne pense pas qu'on a pu imaginer cette croissance qu'on a depuis 2015, là, qui est au Canada, encore plus à Montréal qu'ailleurs, là, mais une croissance aussi forte. C'était suite à des années, 20 ans de stagnation, donc on arrive tout d'un coup avec une croissance énorme, tant mieux. Voilà. Il y a les médias qui se sont emparés goulûment du concept également. Et ça, c'est une étude qui a été faite par un chercheur américain qui démontre sur le thème over-tourism et toutes ses déclinaisons sur Google en 2014 et 2017, comment à partir de 2017, c'est parti en peur où tout le monde allait le chercher. Et il a fait une analyse également dans les médias de quels étaient les concepts autour du surtourisme. Et sans surprise, on voyait cette question-là de la croissance, de la colère de certains résidents et tout. Mais on arrive toujours aux 4 mêmes villes. Je me suis engueulé avec un journaliste de Radio-Canada l'été dernier. Il me disait, il y a du surtourisme. Je dis, ça dépend où, quand, comment. C'est dans le temps et dans l'espace. Il dit, voyons donc, c'est une réalité. Là, je fais comme, là, vous allez me dire Barcelone, Venise, Amsterdam et Dubrovnik. Puis là, je l'ai pris au dépourvu parce que c'est ce qu'il allait dire. C'est toujours les mêmes 4 villes. Je le dis pour la petite... parenthèse éditoriale, j'ai rencontré le directeur de l'Office de Dubrovnik, de Barcelone et d'Amsterdam. Ils n'ont pas arrêté de faire du tourisme. Amsterdam qui a dit qu'elle allait faire une pause. Il y a quand même un nouveau terminal de croisière qui ouvre en 2023 et 8000 chambres d'hôtel en construction. Alors, pour des gens qui ont mis un moratoire sur la croissance du tourisme, le mémo ne s'est pas rendu en bas. Et donc, il y a une reconnaissance publique. Et mon message, s'il y en a un à l'industrie touristique, c'est on ne va pas nier cette réalité-là. On ne va pas faire semblant. On va prendre les devants et on va commencer à avoir des outils de gestion, de planification et tout. Mais on ne sera pas le relais de cette panique-là. Ce n'est pas une fatalité. La gestion, on est capable de le faire et ce n'est pas nouveau. Puis quand je vous dis que ce n'est pas nouveau, quelques preuves ici. Quand les premiers Britanniques sont arrivés dans les années 1800 à Paris avec le train et tout, vous voyez une très belle publicité, les Parisiens se sont sentis envahis par les Britanniques. Il y a un petit fond xénophobe là-dedans. On n'ira pas trop loin. 1964, Kristaller, un gentil 63 plutôt, un géographe, étudiait la chose suivante sur la Côte d'Azur, puis il disait il y a un cycle de croissance. Il dit l'économie croît dans les villes, mais le tourisme dans les régions périphériques. Et dans les régions périphériques, il dit à un moment donné, il y a trop de monde, puis les gens s'en vont. Puis lui, il disait c'est simple, c'est un beau milieu où les peintres arrivent, commencent à peindre, c'est joli. Par la suite, les poètes arrivent, puis là, les cinéastes, les gens, puis là, ça commence à devenir à la mode. Les gens qui aiment manger, les foodies, les jeunes arrivent. Et là, quand il y a tout cet écosystème-là, les entrepreneurs deviennent, et là, institutionnalisent le tourisme. Et pendant ce temps-là, les peintres sont partis ailleurs, découvrir une nouvelle destination. Puis là, il disait, finalement, il va y avoir de la hausse et de la baisse là-dessus. 1980, Butler, aussi un autre géographe canadien, nous annonçait que finalement, il y aura toujours trop de monde à un moment donné, puis ça va tuer la destination, trop de tourisme, tue le tourisme, et ça va partir. Et donc, on arrive encore une fois, et c'est pas nouveau, ça fait quelques années qu'on parle du phénomène. Ne nourrissons pas la bête et soyons un petit peu plus habiles, un petit peu plus agiles en 2020, de ne pas nier, parce qu'on va en entendre parler, on va être interpellé par les médias encore et encore et encore. Puis on va dire oui, on est content, puis on est capable d'en faire un outil de développement dans les quartiers et autres. Mais il y a quand même des sensibilités. Je parlais aux gens des îles de la Madeleine qui me disaient pendant les quelques semaines qui sont au cœur de l'été, il y a énormément de monde, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On ne peut pas leur dire de venir en novembre. Il y a une problématique dans les musées. Vous savez que les musées, c'est... Je vais te reprendre juste vite. Île de la Madeleine. L'offre d'hébergement aux îles de la Madeleine, c'est la location de maisons par les particuliers. Alors, une des
Raison, parce qu'il y a un goulot d'étranglement naturel, hein, le transport et l'hébergement. Exactement. La population ne peut pas d'un même souffle dire qu'il y a trop de gens et du même souffle. Je parle Louer leur maison. je parle d'une sensibilité qu'il faut faire attention. Ah, oui. Les musées. J'étais allé au Musée des Beaux-Arts voir l'exposition Momie avec mes neveux. C'était incroyable le monde qu'il y avait là, c'était pas agréable. Les musées, l'équipement touristique, avant que tu me coupes, j'allais dire, le plus en croissance dans le monde. Tous les grands musées ont triplé en 10 ans. J'allais voir une exposition à Paris, El Greco, le vendredi matin. C'était pas une dame à côté de moi qui a fait une crise de panique tellement qu'il y avait de monde. Essaye de faire une relation avec une œuvre d'art. Donc, il y a quand même une sensibilité, il y a une réalité dans certains moments, dans certains espaces-temps, effectivement, pas tout le temps. Il faut être sensible à ça, en région comme à Montréal, et il faut... On a des solutions, Pierre. Oui. On a des solutions. Ah oui. On ne fait pas juste parler des problèmes, on a des solutions. Vous n'êtes pas venu pour rien un matin. Miser sur la qualité, effectivement, des expériences offertes plutôt que sur le nombre de visiteurs. On avait, comme destination touristique, le métrique d'une croissance annuelle. Peut-être que ce n'est pas le bon métrique. Peut-être qu'il faudrait réfléchir. Mieux comprendre les préoccupations des citoyens. Elles sont réelles, elles doivent être prises en compte. Juste le fait d'être entendu, souvent, va faire une grande différence. Améliorer, donc, les pratiques, effectivement, de gestion. Bruxelles, hein, Patrick Bontin, oui, qui nous disait... Vas-y, tu peux parler de Patrick. Ah oui, merci, Paul, de me donner la permission. Quand notre ami il veut Patrick la parole, de mais quand je donne, il n'apprend pas. Eux, ils étaient rendus à Bruxelles de dire, quand on a des promoteurs, des développeurs, on les incite fortement à ne pas investir dans le centre, fortement à ne pas investir dans les lieux touristiques. Par exemple, ce qu'on a fait collectivement il y a 20 ans, de dire on va tout concentrer dans le quartier des spectacles. Eux, aujourd'hui, en 2019-2020, on les envoie dans les périphéries, dans des quartiers où il n'y a pas d'activité touristique pour décentraliser l'offre et amener les gens naturellement ailleurs. Voilà. D'autres clés, il y en a des clés. Limiter l'accroissement de la demande à certains lieux plutôt que de l'encourager. Effectivement, une espèce de démarketing. Limiter la demande en imposant tarification, règles ou conditions contraignantes. Hein. Tu as voulu aller voir au Louvre l'exposition sur Léonard de Vinci. Impossible. Ouais. Impossible, mais parce qu'il limite le nombre de gens. Vous devez acheter les billets en ligne, puis finalement, ton ordinateur a planté 5 fois. Tu as passé 2 heures. C'était drôle de le voir, il pesait sur le piton pour refresh, puis il n'a jamais de billet. Puis ça amène une petite question d'ailleurs, hein, parce que surtout nos amis européens parlent beaucoup de « il faut limiter la croissance et tout et tout ». Puis on va dire les vraies affaires, quand ils parlent de ça, ce que j'entends, c'est moins de Chinois, moins de Russes. Je dis ça, je dis rien. Mais le seul levier qu'on a pour contrôler en tourisme, ou en tout cas le plus efficace, à part la législation, c'est le prix. Et paradoxalement, si on monte les prix pour avoir moins de monde, ce qui est une stratégie, je ne suis pas sûr qu'au final, c'est les gens qu'on pensait qu'on allait chasser qui seront chassés. Je vous laisse faire les calculs mentaux. Voilà. Non, je pense qu'on a bien compris. Plus basse, informer les voyageurs des coutumes locales aussi. Vous avez ici à côté, ils ont parti le bal, ils sont bons, nos amis de l'Islande, avec le pledge. Ils se sont dit, si on n'est pas content du comportement des touristes, qu'est-ce qu'on a fait pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire et ne pas faire? Et quand vous rentrez au pays, à la douane, on vous fait signer ce serment que vous allez faire attention, que vous n'allez pas prendre des selfies mettant votre vie en danger, que vous allez laisser la nature telle que vous l'avez trouvée, etc., etc. Hein? Quand la nature vous appelle, vous ne répondez pas avec le téléphone ou whatever. C'est très amusant, mais c'est un minimum d'informations à donner et de sensibilisation à faire avec donc nos visiteurs. On n'y arrivera pas. Hein? Non, on va parler plus vite, on est capable. Est-ce que tu parles un peu moins? Là, c'est à toi, là, maintenant. Ah. Tourisme durable, c'est mon tour. Tourisme durable, qui est un sujet qui me tient à cœur. Vous avez remarqué, on a mis enfin avec un point d'interrogation. C'est notre 7e édition. C'est la 5e fois qu'on en parle. D'ailleurs, les 4 premières, on était vraiment convaincus. Hein? Évidemment, on sait tout où est rendue la planète. Il y avait des leaders dans l'hôtellerie, dans les festivals qui faisaient des choses. On s'est dit, l'ensemble de l'industrie va prendre le pouls, va faire le geste. Et non, ce n'est pas arrivé en 2013, en 2014, en 2015. Je pense qu'il n'y avait pas assez de pression des clientèles et les gestionnaires n'ont pas senti l'urgence et n'ont pas agi, donc ça ne s'est pas encore fait. On pense que cette année, et on voit ici, il y a 15 ans, hein, le réseau de veille faisait déjà une information sur le tourisme durable, donc on le sait depuis longtemps. Il n'y avait pas, je pense, cette pression que là, si on l'a remis, on ne l'a pas mis les 2 dernières fois, là, si on l'a remis pour la 5e fois,
on pense que c'est la bonne. Je vais vous demander, et Paul, je ne lirai pas tout. Dis-moi pas que je ne l'ai pas lu, là. Je vais vous demander de vous concentrer sur les 3 éléments que vous connaissez tous du tourisme durable. Ça vient d'Atout France. Il y a le volet environnemental, le volet social, donc environnemental, l'empreinte en carbone, le volet social, s'assurer que les impacts sociaux du tourisme sont bien intégrés, et la redistribution économique du tourisme. C'est un vaste chantier. C'est presque de changer l'économie du tourisme de faire tout ça. Je pense que c'est un des autres éléments pour lequel ça a été, qu'on n'a pas collectivement fait le geste. Tu sais qu'il y a un proverbe africain qui pose la question, que tout le monde connaît peut-être la réponse. Vous savez comment on fait pour manger un éléphant? Une bouchée à la fois. Donc, de faire tout ça, c'est comme... Il y a quelques années, compte tenu que ça ne bougeait pas au niveau environnemental, la tendance était à l'aspect social du tourisme. Là, je pense qu'avec Greta, avec la pression sur la planète, on revient de façon assez simple à l'enjeu, c'est l'environnement. On ne pourra pas tout faire ça, on ne changera pas la société. L'aspect social est très, très important, mais je pense que l'enjeu principal va être de restreindre notre empreinte environnementale. Et je pense vraiment que collectivement, pour avoir fait une démarche qui n'a pas marché, parce qu'on n'a pas senti entre 2010 et 2014, que si, il y a peut-être une centaine d'organisations ici, si chacun focusait en mettant ça dans son plan de travail, on est capable, sans changer notre modèle d'affaires, de baisser de 5 à 10 notre empreinte. De faire l'autre marche, parce que l'enjeu du Canada, c'est 30 L'autre marche, là, c'est plus compliqué. Là, il faut changer le modèle d'affaires. Et là, tu as raison, Paul. C'est peut-être en changeant tout ça. C'est pas, on n'est pas ici, on ne sera jamais ici pour dire qu'il faut réduire le tourisme pour réduire notre empreinte. Mais est-ce qu'on est capable, tout en augmentant l'impact touristique, de réduire notre empreinte? Oui, peut-être en sélectionnant nos clientèles. Les compagnies aériennes annoncent, Air Canada le fait pour 2020, de limiter, quelle que soit sa croissance du trafic passager, de limiter à 0, donc la croissance des émissions de carbone. Plusieurs entreprises vont dans ce sens-là. Peut-être vous avez entendu ce matin, ça a passé, BlackRock, donc le plus grand fonds d'investissement sur la planète, 8 000 milliards, a annoncé que désormais le risque environnemental était un risque financier. Donc, pour les compagnies d'assurance, que si vous avez de l'immobilier dans des lieux où ça va être inondé et tout et tout. Et donc, à la veille du forum de Davos, ils ont dit, et c'est un leader mondial de 8 000 milliards d'actifs, qui dit désormais, pour nous, le risque environnemental est un risque tout aussi important. Et donc, ça va baisser la valeur de certains investissements, baisser la valeur de certains investisseurs eux-mêmes. Le choix des clientèles, avant d'arriver à celle-là, le choix des clientèles, quelqu'un me disait, quelqu'un qui est dans la salle, que la France a décidé de mettre une croix sur le marché de l'Inde. On l'a vu dans une de nos tendances, l'explosion de la classe moyenne indienne et chinoise. Des centaines de millions de personnes. La France a dit, moi, les Indiens de la classe moyenne, c'est pas que c'est pas du monde intelligent et fin, ça ne m'intéresse pas. Je vais me concentrer sur les clientèles payantes. Et c'est peut-être ça la solution. Il faut changer notre modèle d'affaires pour continuer la croissance et pas réduire un peu notre impact de carbone. C'est de choisir des clientèles payantes et délaisser, c'est sûr qu'il y a des Indiens qui vont quand même en France, mais ils ont complètement décidé de ne pas aller vers ce marché-là. Donc, c'est un choix qu'on peut faire pour arriver à l'étape de dire, enfin, collectivement, on va s'occuper du tourisme durable. Mais là où on a un paradoxe, mon ami Pierre, oui. Paradoxe, c'est qu'on ne sait toujours pas, 15 ans plus tard, mesurer l'empreinte environnementale écologique de nos visiteurs. Si vous lisiez la presse, quand même, il y a des bons articles dans la presse. En fin de semaine, Pierre-Olivier Pinault, qui s'intéresse au transport, dit qu'il y avait une étude qui était faite par le ministère des Transports jusqu'à 2015 pour voir combien roulaient les automobiles, pour savoir essentiellement est-ce qu'on roule plus en automobile ou moins. Cette enquête-là, depuis 5 ans, ne se fait plus parce qu'elle coûtait 3 millions de dollars et c'est trop cher pour Transport Canada. OK. 3 millions de dollars pour savoir est-ce qu'on est en croissance ou pas. Vous voyez en fin de semaine, malgré les grands principes, nos amis québécois, on achète plus de SUV, c'est vendu l'an dernier, plus de SUV que de voitures automobiles au Québec.
la croissance d'importation de pétrole. Si vous regardez les 5 produits que nous importons au Québec, il y en a 4 qui sont liés au pétrole ou aux automobiles et aux véhicules. Rabat-joie. Donc, le paradoxe est le suivant. Puis revenons au phénomène médiatique. Quels sont les endroits où on pourra démontrer qu'on est capable de diminuer cette empreinte-là? Et le faire pour le vrai et le mesurer, pas y aller juste sur des impressions en disant... Dans les 3 bulles qu'on a vues, l'autre page, l'élément qui est plus facilement mesurable, c'est quand même l'empreinte environnementale. Au niveau de chaque organisation, c'est possible de mesurer chaque organisation, chaque start-up, chaque petite entreprise, chaque ATS. On peut mesurer ça. On est capable de faire ça. Ben oui. Comment on fait ça? Ben on s'astine cette année. On a décidé qu'on avait le droit de s'astiner. Non, ben, il y a des façons simples de mesurer dans un bureau. Je parle de l'organisation, là. Ben, le problème qu'on va avoir... Après ça, il faut aller dans l'écosystème. Oui. Quand on dit faire le vol Paris-Montréal, c'est tant de tonnes, c'est pas vrai. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y avait dans l'avion, ça dépend, c'est un 767, etc. Air France, désormais, notre ami Pierre Eloi, qui a préparé la conférence, a dit, le commandant, en arrivant au sol, a dit, vous avez tous, il y avait tant de passagers, on a consommé tant de... Donc, votre empreinte individuelle pour ce vol-ci est de temps. Et l'obligation, donc, de compenser aussi va être très à la mode. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser dans l'immobilisme parce qu'il y a un problème d'indicateur. S'il y a un endroit où il y en a le plus, c'est l'environnemental. Le social, il n'y a tellement pas de méthode qu'on a une start-up dans la famille du MT-Lab qui son projet, c'est d'inventer une méthodologie du social. Donc, c'est encore plus difficile. Choisissons une priorité. Et travaillons-y collectivement. Mais les indicateurs, si Montréal ou le Québec devenaient l'endroit où on mesure le plus précisément l'empreinte des visiteurs, ça, je trouve que ça serait un beau projet. Je regarde ici les gens de Tourisme Montréal. Là. Donc, comment le frais le faux, là, on rentre dans ce que tu viens de dire, là, au niveau des calculs et des gens qui se vantent de faire des progrès alors que c'est pas si vrai que ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ça pourrait changer? Nos clients le demandent. Et ça, je l'entends de mes collègues, je l'entends des gens des hôtels, je l'entends comme je ne l'entendais pas il y a 4-5 ans qu'on avait fait une tentative. Et c'est de là peut-être que ça va arriver pour le vrai, parce que nos consommateurs le veulent. Donc, on voit des chiffres, là, et même chez les personnes mais c'est drôle de voir que les milléniaux, un petit peu moins que les 46-55 ans, évidemment, les plus jeunes, c'est encore plus fort. Donc, ça, c'est une réalité qui, je pense, va faire que 2020, la pression médiatique, on espère qu'il va y avoir aussi une pression politique, qui va faire qu'il va y avoir des politiques qui vont amener ça. Tout ça devrait faire que c'est l'année 20 où ça va bouger, malgré les écueils. C'est bon. L'exception vers la règle. Oui. Donc, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, on avait des exemples, il y en a encore, exceptionnels d'entreprises qui faisaient des choses déjà il y a une dizaine d'années. On a plusieurs cas, même de compagnies aériennes. Hein, on a des cas de compagnies aériennes qui disent récemment, si vous n'avez pas besoin, prenez pas l'avion. Évidemment, est-ce qu'on regarde la vidéo? Ah oui, non. Ah, mais on va joindre l'utile à l'agréable. Still feels like magic, doesn't it? Do you remember your first flight? We do. Even though it was 100 years ago. Going here, and ooh, yeah, even here. People have really gotten the hang of it. It's changed our world forever. But 100 years of aviation comes with great responsibility. Because you want our children to get to know this beautiful world too, right? That's why we're working night and day to improve flying for the next 100 years. But we can only make it possible together. That's why we want to ask you something. To fly more responsibly, do you always have to meet face to face? Could you take the train instead? Could you contribute by compensating your CO2 emissions or packing light? We, the first commercial airline in the world, today kindly invite you, all travelers in the aviation industry, to join forces. To join us in making the world aware of our shared responsibility. We all have to fly every now and then. But next time, think about flying responsibly. Donc, ça montre quand même qu'une compagnie aérienne va
contre-intuitivement comme ton modèle d'affaires, mais je pense que c'est quand même, c'est plus c'est pas les longs courriers qui visent là-dedans, là, c'est plus les courtes liaisons. C'est de mauvaise foi, Pierre. Non, mais c'est une réalité. Oui, parce qu'après ça, les gens disent c'est facile parce que les vols courrier, c'est pas payant. Même Air Canada, ils perdent de l'argent, donc ça va être... Ils se sont fait rentrer dedans, dans les médias, parce que c'était du greenwashing. On ne peut plus avoir des bons sentiments et être bienveillant sans que ça apparaisse louche du jour au lendemain. Le tourisme bienveillant. Quel hasard. C'est raccord, hein? Oui. On dirait que c'était prévu. C'est Pierre qui m'a amené sur ces considérations-là. Pierre est un grand humaniste. Il m'a parlé du projet du tourisme bienveillant que même Yves a décidé d'embarquer là-dedans. C'est pas rien. Yves qui est quand même le capitaliste, comment dire, le modèle du capitaliste. Hein? Vendre des chambres, plus de monde. C'est correct, ça en prend des gens comme toi. Ça en prend. Après ça fait du fric qui nous permet d'aller vers la bienveillance. Donc, cette réflexion-là du rôle... à la fois du bien-être qu'on a beaucoup parlé, du fait qu'il n'y a pas juste les touristes et les entreprises touristiques qu'on visite une destination, du fait que ça fait déjà des années qu'on dit que les OGD, les organisations de gestion de destination, ne font pas juste du marketing, font du management, puis de se dire finalement qu'à faire du management, c'est beau, ça a l'air bien le fun, mais au final, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut devenir protecteur, gardien positivement d'une destination? Partons donc du premier... Désolé. Vous avez remarqué, on a pris des citations, ce sont essentiellement des citations de femmes. C'est important pour nous parce qu'on est juste deux gars, puis c'est deux gars qui nous ont présentés. Deuxième élément, c'est que nous, on est juste beaux, puis on fait juste répéter ce que mon équipe a produit, donc une équipe de 8 jeunes femmes talentueuses et brillantes. Donc, essentiellement, ça, c'est des choses aussi qui vont changer l'année prochaine. Hein, Pierre? Ça veut-tu dire que... Oui. OK. Ben, Tu vas changer de cours? Moi? Peut-être. On verra en janvier 2021. Ne m'amène pas. Partons donc du moi. Et je le vois avec mes étudiants. Il y a un changement générationnel extrêmement important d'une nouvelle génération qui, effectivement, est orientée autour d'elle-même. Est-ce que c'est parce que la génération est différente ou parce qu'on a mis dans les mains de cette génération-là des outils qui leur permettent de se mettre en scène? Et je pense, poser la question, c'est y répondre, qu'on est, je parlais tout à l'heure des images qu'on partage avec Google, c'est quand même bien nous qui prenons le selfie et qui l'envoie au serveur de Google. Jamais autant qu'aujourd'hui, on aura été, on se questionne autant de notre place par rapport aux autres. Et ça nous rend, oui, anxieux, et ça nous rend, je pense, quelque part un petit peu dysfonctionnel. Le selfie est une mode d'expression contemporaine. Il y a eu une campagne à Tourisme Montréal, les Montréal Moments, je ne suis jamais capable de le dire. On dirait que je dis moment. Tu peux dire moment ça. Aussi. Et on a beaucoup insisté sur le bien-être, sur le fait que le voyage nous permet de sortir. Le mot vacances, d'ailleurs, qui est sortir du quotidien, se sortir de notre routine. Et on s'est dit assez spontanément que, bon, il y aurait une industrie du bien-être et que notre rôle est de rendre les gens mieux. Et là, c'est hallucinant parce que j'ai enlevé la diapo que mon équipe avait mis, l'industrie du bien-être au Canada, puis je pense que c'est 2,75 milliards de dollars. Et là, je fais comme, il y a quelque chose d'ennuyeux qu'il y ait une industrie du bien-être et qu'on soit dans une logique marchande dans le bien-être. Ça pose des questions. On n'a pas des réponses à tout, mais ça pose une question. Donc, comment on fait pour passer d'une génération, et finalement, j'inclus, parce qu'il n'y a pas juste les jeunes, où on s'intéresse beaucoup à se comparer aux autres, à vivre une vie rêvée par les médias sociaux, où on retrouve cette anxiété. Quand je parle d'anxiété, c'est pas collectif, c'est très, très, très individuel, c'est un malaise très individuel. Donc, ça nous amène à cette réalité-là, le voyageur et le bien-être. Il y a une quête du bien-être. Nécessairement, l'état de mal-être, on ne veut pas rester dedans. Mais est-ce qu'on est dans une logique égocentrique, égoïste à la rigueur? Est-ce que si moi je pars, je vais dans un spa, blablabla, est-ce que je ne suis pas en train de nourrir effectivement quelque chose et attendre de l'industrie touristique qu'elle apporte des solutions? Tu es peut-être un peu anxieux, là, je pense. Là, je suis très anxieux. Donc, oui, on en a fait comme industrie touristique une opportunité, parce que oui, la vacance, oui, se retirer du quotidien, oui, se retrouver en famille, oui, se reposer, mais est-ce que c'est, en 2020, la seule chose à laquelle on doit aspirer? Ce qui nous amène donc du bien-être à la bienveillance. Touché ici. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une tempête dans le temps des fêtes, une grosse tempête. L'autoroute 20 a été fermée à hauteur de Saint-Jean-Port-Joli vers l'est. La madame ici, qui a ce motel-là, typique de Saint-Jean-Port-Joli,
est allé voir tous ses clients en disant « La route est fermée, c'est dangereux, n'y allez pas, on vous héberge ce soir gratuitement. » Et la madame dit « Je fais ça parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de rester une deuxième nuit et je ne veux pas qu'ils risquent leur vie inutilement pour des questions financières. » Je dis ça, c'est pas bien fait. Tu avais une larme à l'œil. C'est un beau geste. C'est un beau geste. Et c'est cette idée-là. Comment collectivement on peut, ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile, réfléchir à ce que notre action ne soit pas qu'économique et que ça ne soit pas dans une logique de contribution de 1 à 1, mais essentiellement purement bienveillant. Donc, cette prise de conscience générale de la responsabilité, c'est une responsabilité individuelle qu'on a. L'empathie, la bienveillance, une réaction au malheur. Puis, plus on est anxieux, plus on aura besoin de bienveillance. Et un désir d'inclusion aussi. Hein, je vois Jean-François Lavoie qui était chez Kéroul. J'ai été sur le conseil d'administration de chez Kéroul. Vous ne savez pas le combat quotidien que les personnes à mobilité réduite vivent. Quand vous voyez un hôtel qui ouvre ici à Montréal, qui a un code du bâtiment qui oblige à avoir des chambres accessibles, puis qu'ils ne l'ont pas fait, qui ont fait des entourloupes pour ne pas y arriver, le message de dire « vous n'êtes pas le bienvenu, restez chez vous ». C'est un petit peu difficile. Excuse-moi, Pierre, on devrait y aller. Pourtant, la bienveillance, ça aussi. Radio-Canada, étude qui a été faite avec les perroquets savoureuses. Le perroquet ici, à gauche, hein, donc, ils ont des petits monnaies d'échange, ils prennent dans leur bec, puis ils ont compris qu'ils recevaient de la bouffe quand ils donnaient un truc. Celui à gauche, vous voyez, il ne peut pas recevoir ni donner. Ils se sont rendus compte qu'il donnait à son collègue, sans aucun espoir de retour, puis il n'y avait aucun retour, la monnaie pour que lui ait plus de bouffe. Empathie et bienveillance chez les perroquets. Bravo, les perroquets. Quand même pas mal. Donc, cette façon de réfléchir, comment on peut devenir comme destination et comme entreprise et individu, devenir altruiste, comment comprendre les besoins des autres, agir sans besoin de retour. Et ça, c'est un mot fort, l'altruisme, parce qu'on est habitué comme destination d'offrir quelque chose avec un retour de clientèle, un retour de visibilité, ça s'intègre dans notre plan. Là, c'est de voir une communauté, un quartier, une communauté autochtone, de poser la question « qu'est-ce que vous avez besoin ?» sans avoir à l'arrière, nous, qu'on a peut-être des plans pour eux. Vraiment détaché et sans même penser qu'on aurait un retour, ça, c'est un changement important de cette approche d'être complètement altruiste ou à peu près complètement dans une démarche touristique de destination, par exemple, ou sectorielle ou d'entreprise. Et ça se rajoute à notre durable tout à l'heure, où on dit on doit écouter, sur tourisme, écouter les résidents. Bien, pas juste les résidents qui habitent dans le Vieux-Montréal puis qui ont beaucoup de fric ou qui habitent dans le Petit Champlain à Québec, il y a peut-être d'autres gens également qui sont impactés ou qui peuvent devenir les bénéficiaires de cette action-là. Quoi de tel qu'une vidéo pour passer le temps et illustrer nos propos? Bien sûr. Pas, Pierre? Ben oui. On est bon là-dedans. C'est la dernière vidéo. Elle est belle. Face aux défis contemporains et à la quête de sens qui caractérise cette dernière décennie, nous sommes amenés à nous questionner et surtout à prendre la pleine conscience et l'entière responsabilité personnelle et collective de nos actions et de leurs impacts environnementaux, économiques et sociétaux. Nous croyons au tourisme bienveillant comme le fil rouge de cette nouvelle voie. Nous entendons un tourisme qui s'adresse à tous, ancré dans chaque territoire, profitable durablement et équitablement pour chacun de ses habitants et de ses acteurs. Nous entendons aussi notre capacité à ralentir, à prendre le temps nécessaire pour recevoir, écouter, partager et se nourrir de nos cultures respectives. Par bienveillance, nous entendons le respect du vivant, du rythme des saisons, des hommes et des femmes. Nous en appelons à toutes les parties prenantes, en particulier aux voyageurs car nous croyons en la puissance du collectif et en notre capacité à agir chacun dans nos périmètres d'influence. Nous sommes conscients que cette démarche va nous amener à faire des choix audacieux. Nous sommes prêts à nous engager dans cette voie pionnière qui nous guidera vers un tourisme plus raisonné. Le tourisme bienveillant nous invite à infléchir ensemble l'économie d'aujourd'hui pour créer le modèle de société plus juste et plus durable que nous souhaitons tous léguer aux générations futures.
Oui, c'est la région là, française qui est le plus avancée là, sur le Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Et eux voient le tourisme bienveillant comme presque au-dessus du tourisme durable, comme un système de poupée russe un peu. C'est un chapeau qui va au-dessus du tourisme. On rajoute une couche à ce qu'on a dit sur le tourisme durable, l'altruisme, la bienveillance, et ça fait un tout. Puis on pourrait résumer, hein, vous savez, le bien-être, on parlait beaucoup aussi de tourisme transformationnel. Et on était dans une logique égoïste. C'est comment moi, après avoir voyagé, je suis transformé comme une meilleure personne. C'est joli, c'est intéressant. Voyons-le différemment. Comment, comme voyageur, je rends la destination, la ville, le territoire visité comme étant un meilleur endroit. Et ça, c'est un petit peu challengeant. Et je suis content de savoir que Tourisme Montréal s'est embarqué là-dedans parce que sur papier, c'est super le fun, mais quand c'est le temps de mettre ça en œuvre, ça amène des petits challenges. C'est un beau défi, mais c'est vers ça que ça s'en va. Ce qui nous amène à la quête de sens. Bien, on est dans les mêmes logiques. Hein? On a parlé d'anxiété, on parlait de bienveillance, même à la limite du tourisme durable. Et il y a une quête de sens liée individuelle, collective. Paul, si tu veux. Oui, hein, c'est vrai, ça aiderait. Tu es basé sur le... Et donc, une belle citation de Nathalie Bondil, que moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, puis sa vision aussi de la gestion je vous laisse la lire, là, qui parle du sens et on va en reparler, notamment avec le développement des neurosciences. On peut commencer maintenant à mesurer cette idée du sens-là et en relation avec le tourisme, je pense qu'il y a quelque chose de très fort. Mais avant ça, il y a la quête du sens. Là, on revient encore sur un peu ce qu'on disait là, dans ces années de rapidité, de changement. Est-ce qu'il y a même un lab en France sur le slow tourisme, un incubateur? Face à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une volonté beaucoup de ralentir par période ou de ralentir de façon générale, de remettre en question cette question du dépassement, de oui et non. Est-ce qu'on peut aussi ne pas toujours être en dépassement, d'aller vers l'apaisement et soutenir des gens qui veulent soutenir beaucoup. Il y en a qui font des voyages, d'autres dans leur vie parallèle à leur travail ou dans leur travail, soutenir des causes sociales, culturelles, environnementales. Donc, des valeurs qui rentrent dans leur vie, qui viennent répondre à sa quête de sens dans ce monde où tout va vite, dans ce monde où il y a moins de repères spirituels, il y a moins de repères moraux, si on veut, uniformes, et quel est le sens de nos vies. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Mais il y a aussi l'essence. Et là, on va voir le lien qui, bien sûr, sont liés en tourisme, les différents sens qui permettent de vivre une expérience sensorielle positive. On voit, bien sûr, le goût, c'est ce qu'on connaît peut-être le plus en tourisme, hein, tout ce qui est les festivals gourmands, la micro-restauration. On voit à Montréal apparaître toutes sortes de formes de comptoirs les plus innovants les uns que les autres, les routes gourmandes. La vue, bien sûr, hein, c'est quelque chose aussi de très, très fort. Là. On a fait un billet à Tourisme Montréal très récemment, les 10 endroits les plus instagrammables de Montréal. Donc, on fait ce genre de choses-là. Le design, la lumière, l'odorat, création d'ambiance olfactive, d'expérience. Tourisme Montréal a fait des ententes à ce niveau-là avec Stimulation Déjà Vu. Je sais que l'Alliance des industries touristiques du Québec le fait aussi. L'ouïe, la musique, création d'ambiance, support et le toucher. Qui est important. Le Musée des Beaux-Arts a fait des activités avec des aveugles aussi, hein, qui permettaient aux aveugles de toucher aux sculptures. Donc, c'est tous nos sens qui sont importants, qui sont sollicités et qui peuvent maintenant interagir plus avec nos clientèles. La sensation, le plaisir par les sens, je pense qu'on vient de voir que les sens sont de plus en plus sollicités, de plus en plus importants. La problématique qu'on a comme industrie touristique, c'est, oui, intuitivement, ça paraît logique, par exemple l'odorat, mais est-ce qu'effectivement, ça change l'émotion positive? Est-ce que ça fait bouger les visiteurs? Est-ce que ça met une émotion tellement forte que ça change la perception? Et on était encore dans l'intuition, dans le projet pilote, et je pense que les grands éléments qui viennent changer les choses, c'est la mesure. La mesure des sens. Et les travaux qui ont été faits par Stimulation Déjà Vu et 2 startups du MT Lab et REACT ensemble, qui permettent
de développer de la biométrie issue de la neuroscience qui permettent de mesurer les émotions en temps réel et de voir l'évolution. Je pense que c'est l'élément qui va faire que cette tendance-là va s'exprimer dans l'industrie touristique, la mesure. Si on n'a pas de mesure, c'est toujours difficile d'embarquer dans ce type de nouvelle expérience. Et je pense qu'on s'en va vers on va pouvoir aller avec ces nouveaux outils, avec les technologies, donc de quelque chose d'un peu intangible, avec le tangible de la donnée, de la recherche, qui va pouvoir avoir des outils de mesure et nous permettre de progresser là-dedans et d'aller vers des nouvelles dimensions. Et comme organisation touristique, ça nous amène ailleurs. Je donne un cours, c'est fabuleux, sur les expériences touristiques. Je vois l'Alliance, je vois Tourisme Montréal. Donc, cette idée-là qu'on a dit, on ne vend pas des produits touristiques, on vit une expérience avant, pendant, après, parce que c'est le type d'émotion, de plaisir qu'on aura. Encore une fois, sur papier, c'est fabuleux. Oui. Ça fonctionne très bien. Mais la réalité, c'est que c'est assez difficile à vendre. Je dis, puis, quand on fait du marketing, voici la vidéo de quelqu'un qui a beaucoup de plaisir en faisant de la motoneige. Oh, wow, bravo. Et on pense que par association, les gens auront plus de plaisir. On va donc dépasser ce marketing expérientiel pour être effectivement de voir en quoi la dopamine, en quoi le plaisir et à quel moment, par exemple durant un séjour, durant un concert, durant une conférence dans la salle Bourgie, à quel moment on a été servi par cette dopamine-là. Et l'enjeu inverse, c'est à un moment donné, il y a eu la course à... on a mis une vidéo au début, c'est un peu ça, on voulait vous stimuler, on voulait partir le bal avec la musique, pom, 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 puis là, vous êtes rentrés, puis là, j'étais comme... Ça a marché. Mais ça ne peut pas juste être ça. Puis notre ami Pierre Éloin, qui n'est pas là, aime à dire il faut savoir quand surprendre et il faut savoir quand pas surprendre. Quand je prends l'avion, je ne veux pas que le pilote me surprenne. Sa job, c'est de me surprendre le moins possible. Salon funéraire, tu ne veux pas que les gens te surprennent. Le moins de surprises, le mieux, plus content on va être. Mais c'est cet enjeu-là, à un certain moment donné, où on était parti sur un bal d'une promesse de ville vibrante, d'événements à Montréal. Il y a un moment donné, il faut se laquer un petit peu. Et de comprendre comment se déroule réellement et de mesurer le séjour du visiteur, c'est un changement, je pense, qui va être assez monumental à partir de 2020, grâce à toi, Pierre. On est dans les expériences de sens, on peut pouvoir les mesurer, donc augmenter, mais aussi, on va avoir besoin d'apaisement. Donc, tout ça vient un peu solliciter notre industrie de savoir, tu disais tout à l'heure, tu venais de dire, là, quand est-ce qu'il faut accentuer, quand est-ce qu'il faut moins mettre d'accent, quand est-ce qu'il faut apaiser, quand est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'emphase d'expérience, mais on est aussi collectivement à la recherche d'apaisement. On a eu beaucoup de témoignages de détresse psychologique quand Patrick Lagacé dit que 50% des hommes de Montréal entre les 25 et 54 ans sans emploi sont en détresse psychologique. C'est beaucoup de monde. Puis je pense pas que c'est juste la question de la détresse psychologique, la question d'une certaine angoisse, aussi une certaine anxiété, qui fait qu'on a besoin d'offres qui permettent d'apaiser et aussi des outils qui permettent de mesurer tout ça. Pour la petite histoire, professeur à l'UQAM, moi j'ai toujours cru que les étudiants avant les examens étaient nerveux un peu et tout et tout. Au conseil académique de l'École des centres de la gestion, les étudiants nous ont présenté que le service à la vie étudiante offrait un support psychologique aux étudiants. Ils ont dit également qu'ils avaient mis à l'intérieur du service à la vie étudiante un endroit où, si les gens allaient chercher de l'aide, ça paraissait pas, que c'était globalement. Ils nous ont dit qu'ils ont embauché 5 psychologues à temps plein pour faire la job. Ils ne sont pas tous à temps plein, là. Et là, j'ai fait, là, on parle de détresse réelle. Détresse parce qu'on a des étudiants étrangers qui sont déracinés, parce qu'on a des étudiants mères monoparentales qui retournent aux études, parce qu'il y a une détresse réelle. Alors qu'on pensait que c'était peut-être anecdotique et belle cause pour la cause, c'est tout ça. Et l'article de Lagacé nous disait ça. La détresse n'aura jamais été aussi présente que dans le moment actuel. Détresse, anxiété, angoisse, c'est vraiment des traits de ces années-ci, là. Voilà. Est-ce que dans le temps, on est correct, Paul? 11 heures. Oh, okay, on peut prendre le temps. Continue. On est rendu à la 5 de 7, Pierre. Écoute, on est en avance. Voilà. Non, je pense pas, mais vas-y. C'est plus light. Attractivité territoriale.
Il y a un build-up dans ce qu'on a fait. On est donc parti de cette idée donc de la quête de sens, d'une anxiété. Et on est dans le paradoxe. On est toujours, il y a des choses chouettes, il y a des nouvelles possibilités, puis en même temps, il y a des nouvelles angoisses et des nouvelles détresses. Que le tourisme durable, finalement, on ne l'avait pas encore atteint. Puis déjà, le tourisme durable est un petit peu dépassé parce qu'il faudrait passer vers le tourisme bienveillant qui devient encore plus large. Une quête de sens des territoires, des entreprises, des individus, une volonté d'inclusion, arrive par la suite cette idée-là de l'attractivité territoriale. Puis ici, je fais un clin d'œil à Francine Patnaud, que j'ai vu tout à l'heure. Oui. De Tourisme Canton de l'Est, du travail qui est fait en Abitibi, du travail qui a été fait par Joël Gaillet, qui était à l'époque à la chaire d'attractivité territoriale, qui avait monté entre autres le Code de l'Alsace. Et ce qui nous a un petit peu surpris, c'est que finalement, l'Alsace, l'agence d'attractivité, a comme explosé. Alors, notre modèle à tous a comme implosé, explosé, je ne sais pas comment le dire, parce que le politique est entré là-dedans, puis que vous avez beaucoup de plaisir à imaginer qu'en mettant tous en commun les efforts, les ressources du développement économique, puis le tourisme en faisant partie, que ça réglerait le problème. On voit que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Citation, encore une fois, Félix Lambert, les projets qui ne tiennent pas en compte les intérêts de la population mènent toujours à des désastres. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi, Manuela. Donc, le paradoxe du marketing territorial. L'erreur qu'on a faite, qu'on fait en marketing et qu'on fait toujours, c'est que quand on a une première idée, je parlais des moments de Montréal tout à l'heure, les cadres, tu sais que dans les 2 ans qui ont suivi, il y a eu à peu près une quarantaine d'autres destinations qui ont fait exactement la même affaire. Quand vous êtes le premier, wow, c'est le fun. Quand vous êtes le 50e, ça va pas bien. Ça, c'est l'exemple, juste sur le territoire français, parce qu'il en parle beaucoup, des régions et territoires qui sont dans des logiques d'attractivité territoriale. Ça fait une pizza. Et c'est à cette pizza-là que Joël Gaillet voulait qu'on réponde, parce qu'il avait fait une conférence il y a 4 ans sur Montréal, en disant, voici tous les gens qui portent la marque Montréal, par exemple, et c'est pas conséquent. Hein? Et je pense qu'il faut changer donc notre fusil d'épaule et notre réflexion, de dire que l'attractivité territoriale, c'est pas du marketing, c'est pas comment plaire aux gens à l'extérieur, bien que sans être du marketing, ça peut, mais c'est davantage une réflexion interne à nous. Qui sommes-nous? Comment vivons-nous ici? Quel est l'intérêt d'y aller? Comment notre économie, toute la logique d'économie circulaire, peut être mise à contribution à améliorer ce territoire-là? Et je pense qu'au final, si on le fait bien, par la suite, effectivement, ça attirera des talents, ça attirera des visiteurs et tout et tout. Donc, le problème qu'on a peut-être eu, c'est de partir d'une utilisation de techniques traditionnelles de marketing et de mise en marché. Hein? On faisait une image de marque, puis on dit depuis le début que c'est pas ça, mais pourtant c'est la portion visible, et on faisait un affichage des atouts en disant que ça va être la job sera faite. 10 à 15 ans plus tard, puisque tout le monde le fait, ou d'une façon ou d'une autre, été dans ces plates-bandes-là, il faut réfléchir à nouveau. Donc, une démarche qui va être interne, comme je vous disais, donc il faut se poser la question. Tourisme Montréal, c'est pas pour attirer des visiteurs, c'est, je crois, ou pour l'Alliance, la même chose. Qui sommes-nous? Comment l'Alliance peut rendre le Québec, non pas touristique, pas seulement, mais le Québec, point, un meilleur endroit où vivre, où se développer, etc. Et on va commencer à changer notre approche. Et on va commencer à changer notre marketing. Peut-être que notre marketing, on n'aura pas besoin d'en faire tant que ça. Et le problème est le suivant. Nous sommes dans des structures, quand on parle d'attractivité territoriale, on est dans des logiques soit administratives ou soit politiques. C'est-à-dire que les gens qui nous accompagnent là-dedans ou qui financent nos actions sont par définition changeants et seront changés. Parce qu'il y aura des élections, parce qu'on va perdre nos élections, parce qu'il y aura un remaniement ministériel et autres. Et ça va faire en sorte. On avait Mélanie Joly qui était au tourisme. Là. Mélanie était à Développement économique Canada. Et donc peut-être qu'il y a certains projets qui avaient été lancés par l'ancien ministre. Bref, on la sent venir. Donc si on est tributaire de décisions administratives et politiques dans nos démarches, d'identification de ce que nous sommes, par définition, on est condamné à plus ou moins brève échéance à ne pas réussir. Et donc, qu'est-ce qu'il y en est de l'attractivité territoriale? Donc, il y a 2 concepts. Le premier, l'attractivité, qui est la capacité d'un territoire à retenir des activités, des entreprises et des populations. Donc, cette idée-là d'éviter la dévitalisation. Et ça nous interpelle beaucoup au Québec, parce qu'il y a des milieux, effectivement, dévitalisés. Il y a aussi la logique donc, du marketing territorial, donc c'est des techniques par la suite par lesquelles on fera aboutir notre démarche. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça ne sert à rien de commencer à faire du marketing si en amont on n'a pas préparé notre démarche de qu'est-ce qui nous rend attractifs, quels sont les éléments qui nous rendent attractifs.
Et donc, ça nous invite à savoir saisir l'ADN de son territoire. Pour ceux qui étaient habitués, le précédent gueuleton touristique, qui était animé par notre ami ici, Pierre Belrose, portait sur l'ADN. Et là, c'est le 100e anniversaire de Tourisme Montréal, fait qu'on n'avait pas le choix d'y programmer 2 fois cette année. Et là, j'étais tout seul. Donc, j'ai pu parler 1h15, seul, de mon point de vue. Mais moi, j'étais dans la salle, j'étais comme « Monsieur Belrose, j'ai une question. » Et donc, l'attractivité territoriale va être un enjeu. Donc, on n'est pas en train d'annoncer qu'en 2020, il ne faut plus en parler. Je pense qu'il faut continuer à le faire et probablement différemment et en faire une démarche collective, encore une fois. Francine a été visionnaire en partant. Je l'avais vu donc au forum du Place Marketing il y a 3 ans ou 4 ans à Lyon. Elle a fait ses classes, elle a fait ses devoirs, mais cet effort-là devrait devenir un effort collectif du Québec. Et pour ce faire, il faut trouver son ADN. Et là, Pierre, je te laisse parler de l'ADN parce que tu es bon là-dedans. En 90 secondes, hein, parce que l'exercice que j'ai fait la dernière fois, c'est de comprendre, et la phrase qui est là, je pense que je la résume bien, c'est comprendre les filiations historiques et actuelles qui constituent la personnalité d'une destination. Peux-tu nous l'expliquer? Parce que je trouve que la phrase ne parle pas d'elle-même. Elle est écrite, et je le sais. dis en plus. Donc, moi, je pense que c'est assez clair, mais c'est de faire l'histoire d'un territoire, de bien le comprendre avec le territoire touristique, hein, son histoire touristique et des populations, des attractions, des leaderships qui ont existé dans le cas de Montréal, depuis 150 ans, mais une centaine d'années avec Tourisme Montréal. Et après ça, de voir qu'est-ce qui est la résultante, c'est quoi son ADN actuel. Donc, l'ADN actuel d'un territoire, c'est pas l'inventaire des attraits, des événements et des caractéristiques de sa population. C'est beaucoup plus profond. Moi, je dis qu'au Québec, il y a 6 destinations, les Original 6 destinations qui ont une histoire d'une centaine d'années. Montréal, Québec, les cantons de l'Est, Laurentides, Charlevoix, incluant Tadoussac et la Gaspésie. Ces territoires-là ont une histoire qui se reflète dans leur personnalité touristique d'aujourd'hui. Il faut la comprendre, cette histoire-là, pour pouvoir la véhiculer aux touristes. C'est ça un peu l'exercice de l'ADN. C'est intelligent. Bravo. Je n'ai pas plus compris, mais... Voilà. Et donc, cette idée-là, puis tu l'as dit, mais tu as dit que l'ADN n'est pas juste touristique. Oui, c'est ça. Donc, c'est de comprendre le territoire, ses habitants, la façon d'habiter le territoire. Certaines régions, donc, s'engagent sur des démarches de mise sur la mobilisation citoyenne. C'est pas nouveau, on l'a pas inventé, mais généralement, en tourisme, on s'y est très, très, très peu intéressé. Et là, j'ai mis un petit dessin, je sais même pas c'est quoi la municipalité. Je sais pas si vous avez remarqué, les urbanistes, comment, puis les architectes de paysages et tout, comment ils font des dessins, que ça a l'air tellement beau sur le dessin, mais dans la vraie vie, c'est rarement ça. Parenthèse éditoriale. C'est difficile, donc, de sketcher ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Donc, on tombe lentement vers le côté positif. Il faut commencer à réfléchir à mieux aborder l'avenir. Raccord avec le surtourisme tout à l'heure, comment on peut dire que les visiteurs sont des agents de changement positif? En quoi la venue de visiteurs permet des activités économiques, mais pas seulement sur un territoire? Comment le territoire est meilleur, comment l'inclusion est plus grande, c'est notre façon de réfléchir ici. Et cette mobilisation-là va être importante. On avait une discussion, Manuela d'ailleurs, tu te rappelles, il y a quelques semaines, autour de la stratégie de développement durable, tourisme durable de Montréal. Et je pense que dans la courte discussion qu'on a eue, il y avait un consensus. Tourisme Montréal ne peut pas porter une démarche qu'il ferait tout seul avec ses membres. Montréal ne peut pas être porteur d'un développement durable dans le volet touristique sans s'intéresser à c'est quoi la réalité de Montréal, que fait la ville, que fait les autres partenaires, que fait la gouvernance. On ne peut pas être tout seul et inventer dans un petit silo la façon de faire. Il faut rester compétitif malgré des travaux d'envergure. Donc, on nous invite un peu à la résilience ici, puis de se dire, même si on avait l'air un petit peu pessimiste au début, que finalement, il y a des travaux, puis que finalement, on a la base avec le tourisme durable, et améliorer donc la qualité de vie et le pouvoir d'attraction. Et ça devrait n'être que ça, notre volonté. Et donc, on devient des acteurs, oui, de l'économie, mais on est également des acteurs culturels, on est également des acteurs sociaux. Et mettre fin aux guerres de clochers, ficeler des partenariats urbain-région, région-région. Comment tous ensemble on se rend meilleur? Comment Montréal rend le Québec touristique et le Québec tout court meilleur? Comment le Québec peut rendre Montréal meilleur? Je vous invite à discuter de ça d'ailleurs. Vous êtes proches. Alors voilà, pour ce qui était l'attractivité, cette idée-là. Veux-tu faire une conclusion sur l'attractivité? Non, ouais. Ça va. Je pense que bien. Je vais m'occuper de l'autre.
C'est bon. Le small is beautiful, le micro, vers le... Et je reprendrai cette citation, là, nous avons besoin de beaucoup moins que ce que nous estimons nécessaire. Donc, moins, petit, micro, c'est cette tendance qu'on a observée, là, qui s'accentue aussi en 2019. On voit aussi que les grands groupes touristiques s'essoufflent. Moins, je dirais que l'exception au Québec, c'est peut-être les festivals. Moins qu'ailleurs, les festivals ici, on a tellement un écosystème fort pour soutenir les festivals qu'on n'a pas senti cet essoufflement-là. Les concurrents de Chiaga en Amérique du Nord sont en train tous de s'essouffler. Moins ici, mais les grands festivals font face à des défis. Hein. On retrouve les artistes partout en Amérique du Nord. Comment attirer des touristes ici? Il y a un effet de synergie qui peut être même un peu négatif. Il y a les très grands groupes touristiques dans le monde aujourd'hui ont de la difficulté à passer à travers les épreuves, les crises, parce que moins agiles. Donc, on a vu le cas de Thomas Cook récemment. Dans certaines compagnies aériennes, des low-cost, on pourrait revoir ce qu'on a vécu dans les années 2000 aux États-Unis dans les grandes compagnies aériennes. Ils n'ont pas passé à travers les crises aussi, trop gros, incapables de passer à travers cette crise-là. Donc, le trop grand en tourisme amène ces défis face à cette grandeur-là. Et c'est peut-être en souvent multipliant les marques ou en faire face à la compétition des plus petits qui apparaît de plus en plus difficile. Je vais rattraper la balle au bon sur les festivals montréalais. Tu vas être content. Là, il y a peur. Je pense que les enjeux sont les mêmes, mais je pense que les réponses n'ont pas été les mêmes. Ouais. Puis, si on regarde le Festival de jazz, son approche a été de se rapprocher du local en déménageant une portion de sa programmation vers Verdun. On annonçait ce matin un resserrement, un repositionnement de Montréal-Lumière en disant la musique, c'est pas notre rôle. Il y en a des festivals de musique, il y en a de la diffusion de la musique à cette période de l'année. Mais ça fait partie de ça. Je veux dire, cette volonté d'avoir un événement qui est tout, qui a 300 000 visiteurs, etc., les plaines d'Abraham et tout, je pense que c'est en train de faire son temps. Ce qui est fantastique de nos grands événements montréalais, puis je pourrais parler aussi de ceux de Québec, c'est même s'ils sont gros, ils sont capables de se réinventer. Le jazz avec les quartiers, Montréal-Lumière, la chanson, c'est peut-être moins le goût du jour pour mon événement. Donc, cette capacité, même si son goût, de se réinventer, mais c'est un grand défi pour l'ensemble des joueurs. Dans ce sens, dans cette mouvance-là, du moins, il y a le micro, et il y a une tendance des micro-événements, micro-attraits, les micro-festivals. Il y en a un dans le Myland qui est cette image-là, en dessous du viaduc, à Rosemont, et souvent, c'est les grands joueurs qui créent des très petits événements, ou ça peut être aussi des générations spontanées qui viennent du milieu, qui permettent de s'adapter aux clientèles, de viser des créneaux plus pointus, de s'inscrire dans des lieux, dans des quartiers, et ainsi de répondre différemment aux besoins des clientèles ou l'adéquation avec le local. Donc, cette tendance, on le voit dans les événements, on a un milieu événementiel très, très, très effervescent qui permet aux gros, je pense, de bouger, mais aux petits aussi de s'inscrire. On a un festival, je pense, c'est Rossa à Sainte-Thérèse ou Terra Rossa. Santa Rossa. Qui est fantastique. Donc, ça s'inscrit aussi, qui permet d'avoir une ambiance unique, un caractère, une exclusivité, une découverte, une proximité avec les artistes qu'on ne trouve plus dans les grands festivals. Donc, la question des micro-festivals est quelque chose aussi d'intéressant. Pierre m'avait invité à Osheaga il y a 4 ou 5 ans. Puis on avait été contents, on avait pris des photos, selfies. Il y a les grosses lettres Osheaga, donc on a pris la photo, puis on a tagué Osheaga pour découvrir qu'on était juste 50 000 à avoir fait la même chose la même journée. C'est fou comment le sentiment d'intimité et d'exclusivité se perd dans ce temps-là. On a l'impression d'être un parmi des millions, et c'est jamais agréable, ça, en matière de tourisme. Il y a aussi des micro-expériences. Ce qui s'est passé en Corse, c'est des promoteurs qui ont pris des œuvres numériques de différents musées français et qu'ils ont présentées dans une exposition dans une ville de Corse et qui est itinérante. Donc, une micro-expérience réelle, mais à partir de matériel numérique, à l'échelle du citoyen, dans des démarches locales, et de permettre d'avoir des expériences très, très différentes à partir d'un patrimoine incroyable des œuvres d'art des œuvres françaises, et de permettre à des gens qui n'ont pas accès beaucoup à ce type de présentation d'avoir accès. Donc, des micro-folies, c'est un peu un micro-attrait, si on veut, qui bouge et qui se déplace. Donc, autre élément qu'on voit,
Alliance de la culture, de l'attrait et des technologies. C'est magnifique. C'est magnifique. Micro-voyage. On pourrait presque, avant, on disait des getaways. Hein? Donc, des micro-voyages, c'est l'aventure ou le dépaysement sans le long courrier. Ça rentre un peu dans l'esprit de voyager un petit peu moins par avion, à proximité. C'est donc ce type de voyage-là qu'en France, on appelle le micro-voyage, est en augmentation. En Europe, une réponse peut-être à faire un peu moins de long courrier et qui permet de vivre des expériences pas très loin de chez eux, de chez nous, à quelques jours à l'avance. On planifie ça en moyenne moins de 6 jours à l'avance. Donc, une nouvelle réaction peut-être qui vient amplifier ce qui existait déjà en relation avec, le monde qui va vite, où on a moins de temps pour planifier, où certaines personnes veulent moins prendre l'avion. On fait des micro-voyages. Puis imaginons, on va être raccord avec, comme tu l'as dit, tourisme durable, anxiété, etc. Fut une époque où, quand on faisait l'analyse du tourisme au Québec, on disait Montréal, c'est centripète, ça contrôle tout. Hein? Jamais. Et donc non. Laval, Montérégie et Lanaudière, c'est des vagues et vulgaires satellites à la rigueur, pas assez loin pour que ce soit une destination touristique. Et probablement que ça nous invite à... Je vois ici Geneviève, tu vas être contente. Ça nous invite à revoir complètement notre offre. Parce qu'à l'époque, effectivement, qu'est-ce qui était... parce qu'on allait à Montréal, parce qu'il y avait les spectacles, les festivals, les restaurants de concentration. Probablement qu'avec cette nouvelle tendance-là, il y a de la place à autre chose différent, slow tourism, donc pas dans la surstimulation des sens, c'est trouver des expériences qui vont être un peu plus, à échelle humaine. Et ça, c'est un tour opérateur qui fait, c'est des voyages autour de Paris. On est d'accord? Vous y allez en bagnole, puis ça prend une demi-heure. C'est ça l'idée. C'est ça leur concept de l'agence qui vend des expériences proches. Vous n'avez pas besoin de faire... Puis, tu sais, quand vous réfléchissez que vous allez passer un week-end, je ne sais pas moi, en Californie, puis ça vous prend 4h30, 5 heures pour y aller et revenir, on passe beaucoup de temps, finalement, à ne pas se reposer. Effectivement, c'est une tendance. On est d'ailleurs, nous, Tourisme Montréal, en relation avec les régions voisines, effectivement, ça peut être pour les Montréalais, mais aussi pour les visiteurs qui sont ici, pour pouvoir faire des micro-voyages. Des micro-enjeux, on pourrait appeler ça des micro-créneaux aussi. Il y a tellement des enjeux fait que, et la diversification des valeurs et mon frère Charles, qui est sociologue, sa thèse de doctorat, puis c'est pas rien de très original, c'était que les valeurs se déconstruisent alors qu'il y a 50 ans, un grand bloc au Québec de valeurs communes et d'enjeux communs. Bien, ça s'est effrité depuis 50 ans et maintenant, on a toutes sortes de gens qui s'intéressent à toutes sortes de choses et les éléments communs de la société québécoise sont moins nombreux qu'ils étaient avant et ça nourrit par les réseaux sociaux, mais ça amène à des gens à s'intéresser à toutes sortes de choses. Mon voisin fait des choses que je ne comprends pas, qui ne m'intéressent pas. Lui, il s'intéresse à ces choses-là avec d'autres personnes à Montréal grâce aux réseaux sociaux et ça amène ces micro-niches qu'on devra adresser, qu'on devrait trouver à les alimenter. Ce qui nous amène à une observation. Il y a 3 ans, il y avait l'image d'un disque de Joe Dassin et l'été indien pour parler des changements climatiques. Cette année, c'est Jacques Dutronc, il est mini. Merci. On a de la culture et on l'étend. Ceux qui suivent nos tendances. Mais ce qui nous amène à un enjeu pour entreprises, organisations touristiques et destinations. Notre logique de notre marketing est presque de masse. On veut parler à un maximum de gens avec la viralité. On est content d'avoir des millions d'impressions de nos vidéos. Et comment on est capable d'aller chercher 8 secondes d'attention chez les gens? Et comment un message qui formaté, uniforme, va nous parler. Et c'est un enjeu, on dit un micro-enjeu, mais c'est un monumental enjeu du micro, ici, de comment on va rejoindre de plus en plus. Quelle est la place que les visiteurs potentiels vont nous laisser dans leur téléphone, finalement, leur cœur? Et la déstructuration des valeurs communes va continuer de continuer. On va voir la multiplication de ces micro-créneaux-là. Et il va falloir trouver une solution pour les rejoindre et les alimenter, effectivement. Tu n'as pas la réponse? Oui, mais... Et on a hésité à utiliser ce mot-là. Hein? On a parlé... on peut vraiment dire qu'on est dans la démondialisation? Hein? Il y a à peine 10 ans, tout était
libre-échange, moins de frontières, moins de passeports. On va faire tout ce qu'il faut pour les biens et les personnes se déplacent avec le moins de freins possible. Et là, force est de constater, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie et dans d'autres pays, qu'il y a un retour au protectionnisme, plus ou moins avec des langages plus ou moins forts, à dire, on a peut-être été un peu trop, certains disent, un peu trop loin dans cette ouverture. Il faut se retrouver entre nous et peut-être mettre plus de balises, plus de frontières, revenir dans certains pays avec des visas. Tous les ensembles, comme même la communauté européenne, est remise en question. Les grands blocs du Pacifique sont remis en question, beaucoup par les États-Unis, mais par d'autres. Donc, est-ce que cette tendance qu'on voyait post-Deuxième Guerre mondiale de liberté, de circulation, est-ce qu'on n'est pas... C'est clair qu'on est en train de voir ça s'émietter, mais est-ce qu'on va de plus en plus vers cet état de démondialisation, le rapetissement? C'est drôle parce qu'on parle des technologies, du fait qu'on peut avoir des contacts sur un champ d'intérêt avec des gens partout sur la planète, mais en même temps, on a l'impression, et c'est réellement très différent d'il y a une dizaine d'années, qu'on va vers un rapetissement de la planète, un repli sur soi, mais pas, je ne dirais pas que c'est dramatique, mais quand même, ça amène un changement de perspective et de valeur. Et c'est pour ça qu'on a quand même utilisé ce mot-là. On est peut-être, mais avec un point d'interrogation, dans la démondialisation, souhaité peut-être par une partie des gens mais qui les grandes institutions mondiales sont en train de s'effondrer. L'ONU, l'OTAN a déclaré en mort cérébrale, l'Europe, Macron, qui écoute l'Organisation mondiale du tourisme, qui est un organisme de l'ONU. Et c'est cette tension-là entre les deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Finalement, le reste du monde, on est coincé autour. Parce que d'un côté, tout le monde dit on ne peut pas faire un pied de nez aux États-Unis, on a besoin d'eux. Toute notre économie, c'est pas juste la mondialisation, c'est l'interconnexion des économies, des savoirs et tout. Et on est coincé là-dedans avec deux joueurs qui ont décidé qu'ils voulaient faire cavalier seul. Et là, il y aura des incidences, il y a des incidences pour le tourisme. Et ça change les valeurs. Ce qui est important pour nous, c'est que nos clientèles, peut-être, sont en train de changer leurs valeurs, leurs réflexes, leurs déterminants, qui ils sont moins mondiales. Donc, je pense que ça, le retour d'une certaine forme de nationalisme qui varie d'un pays à l'autre, on pourrait parler d'Italie qui vit des grands problèmes. Et donc, tout ça, je pense que c'est en train de forger peut-être des nouvelles valeurs de certains Occidentaux, et qu'il faut en tenir compte quand on va s'adresser à eux. C'est quel pays, d'ailleurs, qui vient de gouvernement de coalition avec la droite nationaliste et les Verts ensemble? L'Autriche. L'Autriche, hein, c'est ça. C'est incroyable. Hein? Ça va faire et bien, l'Italie aussi. Derrière tout ça. Donc, on va un peu vers ce qu'on disait sur la démondialisation. On est dans une période... Oui, où il y a des valeurs de nationalisme. On a des jeunes, 15-25 ans, qui disent, moi, peut-être le long courrier, je vais certainement moins en faire. On est aussi dans un esprit où les grands groupes de communication, je ne sais pas si c'est ici qu'on en parle, oui, les grands groupes le GAFA, hein, Amazon, Facebook, on critique, il y a 10 ans, c'était des grandes vedettes. Là. Donc, ces grands groupes qui amenaient des communications internationales, on remet ça aussi en question. Donc, on remet beaucoup en question, en plus des éléments transnationaux, certains outils qui amenaient les échanges internationaux, entre autres les grands groupes, le GAFA. Amazon est très, très critiqué actuellement à cause de ce mécanisme de transport. Là, c'est plus environnemental. Facebook, à cause des données. À cause des serveurs qui, vous savez, on estime maintenant que les serveurs des grands groupes émettent autant de CO2 que le transport aérien mondial. Donc, ce n'est pas arrêter de voyager qu'il faut faire, c'est arrêter d'écouter Netflix. Oui, ça va être le même résultat. J'ai assisté à une conférence à Pau, en France, sur l'effet d'envoyer un courriel et l'effet sur l'environnement. Ça m'a donné un choc un peu.
Donc, il y a plein d'impacts d'empreintes environnementales. Et quand on parle des algorithmes, juste pour la petite histoire, on travaille actuellement pour le ministère du Tourisme, à la chaire de tourisme, pour une étude sur les croisières. Donc, l'équipe travaille à regarder beaucoup les compagnies de croisières, etc., etc. Évidemment, ça a affecté les algorithmes des réseaux sociaux. Et Lauréat, qui était en arrière tout à l'heure, disait, bien, désormais, sur Facebook, elle se fait proposer des croisières. Sur Instagram, elle se fait proposer des croisières. Et quand elle arrivait à la maison, Netflix lui a proposé Titanic. Ça se parle, ces affaires-là, mais ça fait peur. Ça fait peur. Et l'innovation. Un thème qu'on aime beaucoup, Paul et moi. Le temps d'innover. Ouais. À toi. La mégadonnée, vive la donnée. Donc, on n'est pas très dans les technologies, mais c'est certain que dans ce monde aujourd'hui de vitesse, puis on aurait pu parler aussi de la 5G, on est à l'ère de la donnée intelligente. Là. On a parlé dans d'autres conférences, dans d'autres tendances du big data à l'époque, il y a déjà 4-5 ans. Et maintenant, on arrive à la donnée intelligente puisque le big data serait chose révolue. Mais tu sais ce qu'on disait essentiellement, c'est qu'on disait, il y a plein de données, puis là, il y a plein d'outils d'ordinateurs qui sont capables de le traiter, donc on va rentrer la donnée dans l'ordinateur, puis on va savoir des choses qu'on ne sait pas. Ça n'a pas marché. Non, il a fallu beaucoup plus de travail que ça. Donc, la donnée intelligente, c'est dès son point de collecte et on attribue, d'ailleurs, c'est des exercices qu'on fait à Tourisme Montréal, on y met des attributs et pour se transformer je lis parce que c'est quand même bien écrit, transformer instantanément en information exploitable à laquelle, éventuellement, on ajoute l'interprétation humaine. Donc, on est rendu là au niveau de l'innovation et on pourrait rajouter la 5G, on pourrait rajouter toute la question des objets connectés qui vont amener une masse incroyable d'informations et qui vont permettre peut-être de mieux comprendre les comportements humains. Mais plus pertinente, à tout le moins. Oui. Mieux intégrer, évidemment, le facteur humain dans l'innovation. Je me rappelle, quand j'étais en secondaire 5, il y avait eu le premier cours d'informatique. Donc, il fallait coder pour que l'ordinateur compte de 1 à 10 tout seul. C'était tellement pertinent. On était dans les premiers balbutiements et déjà, on sentait, moi, je ne veux pas avoir des ordinateurs parce que le contact humain. On a toujours cet écart-là, à savoir où est-ce qu'il y aura de l'humain ou pas. On aura l'occasion, je vois Jonathan, bonjour Jonathan, de discuter d'un appel d'expérimentation qu'on a fait avec le ministère du Tourisme et le MT Lab, à réfléchir comment on peut rentrer le numérique pour faciliter l'accueil dans les hôtels, et accueil, pas juste la réception, parce que faire sa clé tout seul, c'est possible techniquement, et comment on a toujours cette touche humaine-là, avec la volonté d'être plus efficace, d'utiliser le numérique pour que l'humain prenne la place. Essentiellement, c'est l'enjeu qu'on a. L'innovation au tourisme commence par une connaissance approfondie des besoins et des aspirations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors oui, surprenamment, peut-être le biométrique va nous aider à mieux comprendre le comportement humain. Peut-être que la donnée intelligente va nous aider à décoder des comportements humains, non pas pour en faire des algorithmes pour pousser de quoi dans la gorge des gens, mais bien pour être capable de faire en sorte que l'humain soit plus efficace, plus pertinent, plus généreux, plus bienveillant. Anticiper des façons de les accompagner. J'ai fait une conférence il y a 2 ans, c'était fabuleux, sur l'utilisation du data, de la donnée, puis même Tourisme Montréal avec la plateforme de gestion de données. Et c'est toujours le même discours. J'ai retrouvé au début des années 80 une étude qui avait été faite par un Américain. On disait la donnée va nous aider à mieux accompagner le visiteur, à comprendre et à prévoir les flux touristiques. On est dans on ne sait toujours pas. En 2020, là, je ne sais pas comment vous annoncez ça, ou si quelqu'un le sait, levez la main et dites-le nous. On ne sait pas. Comment, qui va être à Montréal en 2021, combien, à quel endroit, combien de temps, qu'est-ce qu'on va avoir aimé, pas aimé, on ne le sait toujours pas. Malgré ces avancées-là, on a encore de la difficulté à saisir l'essence de ces comportements humains. C'est pour ça qu'il faut tenir compte du facteur humain. On ne fait pas des données et de l'innovation pour faire de l'innovation. On fait ça pour répondre à des besoins et donc il faut en tenir compte dans les approches. C'est à toi. Accélérateur et frein à l'innovation. Quand on a fait notre conférence la dernière, il y a 2 ans, sur l'innovation, on a fait une espèce de feuille de route. Comment on conseille d'être innovant? Eh bien, c'est d'intégrer, par exemple, je vais commencer par le dernier, s'il n'y a pas personne dans la structure, comité, conseil, qui a une responsabilité d'innovation,
ça va être difficile d'y arriver. Le réseautage, il faut rencontrer des gens innovants, il faut l'intégrer dans la planification, s'exposer à l'innovation. On a tous les deux la chance de travailler très, très étroitement avec le MT-Lab. Il y a des endroits maintenant, il n'y a pas d'excuse de ne pas côtoyer l'innovation. La sérendipité. Moi, j'ai assisté à une conférence de Nathalie Bondil il y a 3 ans, puis d'ailleurs, j'ai fait intégrer ce mot-là. La sérendipité, ce qui est du mot anglais, c'est de se permettre d'aller à la... comment on pourrait... Découvrir ce qu'on ne sait pas. Découvrir ce qu'on ne sait pas. Ça veut dire et elle disait qu'elle l'intégrait dans toute sa planification stratégique. C'est-à-dire, on fait des plans en se donnant la liberté et de façon positive de ne pas le suivre, de le laisser porter par l'innovation. Donc, il y a des façons, selon notre expérience, d'améliorer les chances de demeurer innovant. C'est certain que si ce qu'on fait, c'est d'engager une firme pour faire du VR, qui est à l'extérieur de l'organisation, on va faire de l'innovation. Mais est-ce qu'on va changer notre ADN? Est-ce qu'on va devenir innovant? Pas sûr. Donc, ce n'est pas seulement en faisant des projets, c'est en intégrant ça dans la façon de faire. On va faire une expérience ensemble, live, off-script. Je vais mettre Pierre dans l'embarras, on va lui poser une question qu'on n'avait pas prévue. Ça, c'est ce qu'on disait il y a 2 ans. 2 ans plus tard, toi qui présides le conseil d'administration du MT-Lab, qu'est-ce qui a changé? Bien, je pense que le MT-Lab a changé des choses. Je pense que le fait qu'on ait cette réalité, qu'on ait des startups qui font des accompagnements avec des entreprises, qu'on ait cette visibilité-là, c'était l'objectif. Hein? Le MT-Lab n'était pas simplement pour que Tourisme Montréal change. Oui, il faisait des partenariats avec des startups. C'était pour que l'écosystème touristique accompagne l'innovation. Puis je pense qu'on a réussi. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a une plus grande sensibilité à l'innovation, puis il y a plus de choses qui se font. Pas pire, pas pire. 8.2. Là, vous avez vu, il y a un code de couleur. Quand c'était rouge ESG de l'École des centres de la gestion et bleu UQAM, donc il y avait un message subliminal qui était passé. Quand c'est les 2 couleurs, donc c'est à nous 2, on va se partager ça. Presque terminé avec ça, d'ailleurs. On est dans les temps, c'est parfait. On a pris une pause l'année dernière, hein, on était fatigué. Oui, ça arrive, il faut se reposer. Oui. On a décidé de faire ça un peu plus slow. Et on s'est posé la question à la fin, qu'est-ce qu'on retient à la fois de notre conférence et qu'est-ce qu'on retient de l'innovation? Parce que, pourquoi on termine avec l'innovation? Parce qu'on pense qu'on doit faire différemment les choses. Parce que ce n'est pas des enjeux de technologie, il y en a plein de technologies. Ce n'est pas des enjeux de croissance du secteur, il y en aura de plus en plus de touristes. C'est ça qui est fabuleux. Il y a des faillites de grands groupes, mais en même temps, il y a plus de monde. Il y a une espèce de paradoxe. Donc, ça nous invite à faire les choses différemment. Puis je sais que c'est facile à dire, puis qu'on aurait pu le dire il y a 10 ans, mais peut-être que le timing, le contexte, avec cette anxiété-là, mais avec cette volonté de faire une différence, de trouver un sens, l'innovation peut être une clé, je crois. C'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure. Et donc, comme cofondateur, qu'est-ce qu'on a découvert, finalement, de l'écosystème? Un enthousiasme. Tout le monde veut être attaché à l'innovation. Tout le monde veut... et c'est fabuleux de voir, à la fois notre conseil d'administration, de voir les grandes entreprises, la 10e, 11e d'entrée, la ville de Trois-Rivières et partenaires, comment, effectivement, il y a cette volonté-là, elle est bienveillante. C'est surprenant. Comment des entreprises riches comme Tourisme Montréal mettent de l'argent là-dedans. Et à chaque conférence, ils rajoutent de l'argent. Ils en rajoutent. Mais c'est cette volonté-là de dire, on veut, puis sans attendre aucun retour, on veut trouver des solutions. Je pense que d'avoir créé un lieu, bon, c'est pas avec ça qu'on va tout réussir, mais d'avoir créé un lieu, ça a amené cette énergie-là. Très énergisant et ça donne des idées. Je vous conseille de et vice-versa. Oui. Et vice-versa. Ils se nourrissent de notre connaissance. Tout à fait. Mais il y a des freins à cette croissance du secteur. On a fait un modèle particulier financé par le secteur touristique, mais même pour le MT-Lab, mais pour d'autres, ça a ses limites. Il faut se donner des ressources plus importantes, des programmes d'aide, d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs touristes, et ça dépasse l'innovation. Il y a un bassin de jeunes entrepreneurs, et si on veut accélérer leur développement, si on veut des Hooper de ce monde se multiplier,
il faut accélérer l'encadrement et l'aide à ces petites entreprises. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hooper, c'est une joint venture de Hooter et de Hopper. On ne sait pas ça va être quoi le résultat final. Hopper. Oh. Là, donc, il y a aussi une concurrence des ressources humaines. On en a parlé beaucoup de ces temps-ci, la question des ressources humaines. Si on va attirer des jeunes entrepreneurs en tourisme, d'ailleurs, c'est ce qu'essaie de faire le MT-Lab, il va falloir être très agressif, très concurrentiel et avoir des outils pour tirer notre épingle du jeu de l'industrie touristique en termes de ressources humaines. Et l'enjeu des ressources humaines, évidemment, transversal, encore une fois. C'est pas facile, j'aurais dû mettre l'image, j'ai complètement oublié. Cette campagne de valorisation qui est faite, je vois France ici de l'ITHQ, à quel point, parfois je nous trouve, on est entre nous un peu désespérés. Aimez-nous, on veut vous prouver que c'est le fun. Et je pense que c'est pas juste de la campagne, à un moment donné. Il va falloir effectivement jouer sur ces leviers-là, triggers peut-être, et pas juste les gens, c'est-à-dire des gens de la nouvelle économie à rejoindre le tourisme et à le transformer. Parce que si on est juste une industrie de services, puis un auteur fabuleux français qui avait fait le mythe du laquais, à quel point finalement le tourisme, il y avait cette volonté-là, à un moment donné, il ne voulait pas développer le tourisme parce que la population n'était que les laquais des riches. Et je pense que ça revient encore une fois. Donc, cette idée-là d'être attrayant, à la fois comme un secteur où il y a une innovation, comment cette innovation peut nous aider à transformer nos métiers de l'accueil et de l'hospitalité qui sont vieux. On avait reçu, je pense que c'était pas là, d'ailleurs c'est l'ITHQ qui les avait invités, la fondation de l'école hôtelière de Lausanne. Hein? Plus de 150 ans. Puis ils disaient, nous, nos partenaires, maintenant, ils ne veulent pas qu'on leur explique où mettre les fourchettes, puis comment parler, puis dire bonjour, puis bien nouer la cravate. Ils veulent qu'on leur explique comment ils vont avoir un modèle d'affaires viable avec des gens dedans dans 50 ans. Et c'est ça notre job, innover. Innover, si on veut rester compétitif. Je pense que l'idée du MT-Lab, quand Yves a vu ça en 2015, c'est quel outil pourrait être plus compétitif. L'entrepreneuriat, l'innovation, c'est, je pense, les outils principaux qui vont faire qu'on va être compétitif par rapport à tout ce qui se passe. On parle de vitesse du changement, on parle de tous ces éléments-là, mais c'est par l'innovation qu'on va réussir à adresser et aider l'industrie touristique. Et le timing n'a jamais été aussi bon. En conclusion, mon ami Pierre. Le chantier de l'innovation en tourisme sera vaste. Et on a besoin de l'ensemble de l'écosystème pour arriver aux ambitions qu'on veut, qu'on a, je pense, d'être une des grandes destinations touristiques, d'avoir une croissance forte, mais avec des impacts environnementaux bien gérés, et d'atteindre cet enjeu du Québec à l'échelle internationale, d'être dans les leaders. Et c'est, pour renchérir là-dessus, c'est chouette, parce qu'on n'est pas la destination la plus... Tu parlais tout à l'heure d'un inventaire, c'est pas nous qui avons les plus gros attraits, les plus gros parcs d'attractions et tout et tout. Mais probablement qu'il y a quelque chose de rassurant pour le Québec touristique de dire on peut être très, très, très tendance, parce qu'on est capable de répondre à ces préoccupations-là, à cette anxiété, à cette volonté-là d'une quête de sens, parce que je pense qu'on est, je veux dire, une grande qualité, on n'est pas américain, en tout respect. On n'est pas dans le spectacle, bien qu'on a fait une intro un petit peu spectacle, on est dans l'authenticité. Et à la fois, on pense qu'on peut être une destination tendance, qu'on peut être une industrie touristique et des partenaires touristiques tendance. On peut revoir et inventer, créer certains des nouveaux standards. Et oui, les startups et oui, l'innovation de façon globale, créons. Puis je pense que 2020, ça va être cette occasion-là de partager une façon de faire qui serait typiquement québécoise. Et moi, j'y crois beaucoup. Pas juste de demeurer compétitif, hein, d'être dans les pelotons de tête, encore plus. Encore plus. Bien, ce qui nous amène, je pense, à le serment des tendances 2020. Ça, c'est l'équipe qui l'a fait, puis là, il devait le lire, puis là, il était gêné, puis là, on va avoir l'impression qu'on lit un poème devant la classe. J'ai dit, non, mais c'est vous qui l'avez écrit, moi, je ne suis pas capable de le lire, je vais vous le lire. C'est très mauvais. C'est Stéphanie Mancé de l'équipe qui l'ont rédigé ensemble autour des tendances. Alors, hein, en 2020, moi, on parle au jeu ici, acteur du tourisme au Québec, je m'engage à tenir compte des fake news et de l'anxiété généralisée en respirant par le nez. Être inclusif et bienveillant en mettant le bien-être de l'avant. Ça rime en plus, hein? Oui, c'est fait pour. Titiller les 5 sens sans surstimuler l'expérience.
Réaliser mes projets à petite échelle, puisque le micro est le nouvel exceptionnel. Ils sont poétiques, les filles. Ne plus accuser le touriste de son impact, plutôt l'éduquer à garder mon territoire intact. Faire de l'attractivité territoriale une mobilisation générale, remettre l'humain au cœur de l'innovation pour éviter le superficiel et redéfinir la collaboration, relativiser le surtourisme comme un défi de gestion, puisque c'est de la régulation des flux touristiques dont il est question. Faire du Québec en 2020 le pionnier des tendances de demain. Wow. Bravo. D'ailleurs, bravo. Je tiens à merci Paul. On va, regarde, donne-moi ta main comme ça, on va, regarde, pendant qu'ils nous applaudissent, on va... J'ai côtoyé la chaire dans le processus. Là, je dois dire un bravo exceptionnel à toute l'équipe. Paul aussi, là, qui a travaillé fort sur la présentation dans les dernières heures. Et vraiment une équipe extraordinaire. On est chanceux au Québec d'avoir de l'équipe de la chaire. Bravo. Merci. Rappelle-le à Yves. Merci tout le monde. Marc-Antoine Vachon, co-titulaire de la chaire et directeur scientifique et professeur de marketing à l'UQAM. Pierre, Paul, j'aimerais vous remercier, mais aussi vous féliciter de l'audace que vous avez eue d'aborder des sujets aussi anxiogènes et aussi sensibles. Et vous l'avez fait avec brio. Alors, merci beaucoup. Félicitations. J'aimerais remercier aussi l'équipe de la chaire. Merci pour tout ce que vous avez recherché, tout ce que vous avez lu et vous avez réussi à structurer le tout. J'adore travailler avec vous. Alors, félicitations. Merci beaucoup de votre travail, la gang. Et merci à vous, chers invités. Vous avez choisi de nous faire confiance à nouveau pour commencer l'année. J'espère que ça a été, qu'on l'a tout fini, je pense, sur une note très positive. J'espère que vous la conserverez toute l'année et je vous dis à l'an prochain. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien.